Ushio, lycéen lambda, rêve de devenir le prochain grand peintre autrichien, mais sous ses airs, il est l'héritier d'une lignée ancestrale de samouraïs de haut rang, célèbres pour combattre le mal et sauver le monde. D'après les récits de son père, la Terre a failli être anéantie il y a 5 siècles, quand un monstre légendaire semait la terreur, massacrant tout sur son passage. Après des décennies de règne de terreur, un ancêtre samouraï d'Ushio utilisa une lance mythique tueuse de bêtes pour empaler le monstre géant au mur, le scellant ainsi, mais il laissa malheureusement sa vie. Mais une fois que Shigur, le père d'Ushio, a fini son histoire, Ushio lui flanque un coup de pied dans la jugulaire et le somme de fermer son clapet de menteur ou de lui révéler où se trouve vraiment cette lance mythique. Là-dessus, Shigur commence soudain à faire ses valises et Ushio lui demande s'il part enfin acheter des cigarettes. Son père répond qu'il prend des vacances loin de la sale tronche d'Ushio, mais lui demande de dépoussiérer les livres du cabanon avant d'aller à l'école. Après son départ, Ushio se rend à l'entrepôt du temple pour aérer les livres, comme son père l'avait demandé, mais en chemin, il trébuche sur une trappe au milieu de la pièce et l'ouvre avec sa force surhumaine pour tomber dans la cave sombre et poussiéreuse en dessous. Tandis qu'il explore cet endroit étrange, un grand monstre nommé Tora apparaît soudain, la lance de la bête plantée dans son épaule droite. L'âme d'Ushio manque de quitter son corps en le voyant. En quelques secondes, Tora perçoit la peur d'Ushio. Mais comme seule une main humaine peut retirer la lance, il raconte à Ushio son histoire larmoyante pour apitoyer le jeune homme et le supplie de la retirer afin d'être libéré. Heureusement, Ushio est plus malin qu'il n'y paraît. Alors, avant de retirer la lance, il demande à Tora ce qu'il compte faire une fois libre. Dès que Tora commence à jacasser qu'il va dévorer l'humanité, comme au bon vieux temps, Ushio comprend qu'il perd son temps. Il frappe la lance pour blesser Tora encore plus et part. Sur le chemin de l'école, il tombe sur Mayuko, la bombe blonde du lycée, et Asako, sa discrète admiratrice secrète, et les accompagne. Arrivé là, oh zut! Et c'est reparti. Ushio passe sa journée à tenter d'oublier le monstre orange, mais au fond de lui, il sait que c'est impossible. Après les cours, Ushio rentre dormir, mais peu après, Asako et Mayuko débarquent chez lui pour récupérer un carnet qu'elle lui avait prêté. Pendant qu'il plaisante, Ushio aperçoit soudain plusieurs insectes invisibles et des monstres poissons fantômes flottant autour d'eux et commence à paniquer. Il essaie de le dire aux filles, mais quand il voit qu'elles ne les voient pas, il réalise qu'il devient fou et court vite à la cave pour comprendre ce qui se passe. Là, Tora explique que les monstres fantômes invisibles qu'il voit sont des yokai et que son miasme maléfique échappé après l'ouverture de la cave les a attirés. S'ils n'agissent pas vite, ces monstres se matérialiseront et détruiront l'humanité avant qu'on ait le temps de dire ouf. Au début, Ushio ne le croit pas, mais quand il entend les filles crier dehors, il réalise que Tora ne ment pas et décide d'aller les aider. Cependant, au moment de partir, Tora lui suggère de le libérer pour qu'ils détruisent ensemble les fantômes dehors et Ushio retire bêtement la lance de la bête, espérant que Tora tiendra sa promesse. Malheureusement, la lance à peine sortie, Tora attaque Ushio sans pitié et se moque de sa naïveté et d'avoir cru ses bobards. Enragé, Ushio claque instinctivement la lance au sol, ce qui active le pouvoir du samouraï spirituel qui avait scellé Tora, puis il chasse Tora hors de la cave. Terrifié, Tora s'enfuit frénétiquement et détruit plusieurs petits yokai avec ses pouvoirs de foudre, espérant échapper à Ushio. Pourquoi tu cours? Cependant, quand il réalise qu'il ne peut pas semer Ushio, pourquoi je cours comme un dératé? Il accepte de tenir sa promesse et retourne au temple avec lui, seulement pour qu'il réalise que les autres petits monstres ont tous fusionné pour devenir un yokai vert géant violet. Le temps pressant, Ushio force Tora à affaiblir le ver d'une première frappe. Puis, il porte un coup fatal qui détruit le ver géant, sauvant le temple. Après cela, il reprend sa forme humaine et découvre l'horrible destin qui l'attend en tant que nouveau porteur de la lance de la bête. Apparemment, la lance de la bête convertit la force vitale de son porteur en puissance qu'elle utilise pour massacrer les monstres yokai. Donc si Ushio la manie imprudemment, il se transformera en monstre. Ayant cela en tête, Ushio passe un contrat avec Tora pour le garder près de lui et l'aider à traquer tous les autres monstres yokai attirés par son miasme maléfique. Le lendemain, Tora démolit la télé d'Ushio après la fin horrible de Stranger Things saison 5 et bien que compréhensible, Ushio le corrige sévèrement pour lui donner une leçon. Ensuite, il se rafraîchit, prend la lance de la bête qu'il enveloppe dans un tissu blanc pour la dissimuler et part pour l'école. Là-bas, Ushio croise Asako et Mayuko, qui sont aussi membres du comité de la bibliothèque, et apprend qu'elles vont transporter de vieux documents rares de l'ancien bâtiment au nouveau, alors il leur souhaite bonne chance. Quelques instants plus tard, Mayuko, Asako et quelques autres étudiantes entrent dans l'ancien bâtiment de l'école et découvrent une statue de pierre très étrange, très effrayante, trônant au milieu d'une pièce. Elles ont un peu peur au début, mais très vite,
vite, elles apprennent à ignorer la statue et à se remettre au travail. Cependant, dès qu'elle tourne le dos à la statue, ses yeux creux s'illuminent soudain d'un rouge éclatant, et avant qu'elles ne s'en rendent compte, elles sont encerclées par une barrière surnaturelle. Au même moment, les cours commencent et Ushio s'inquiète beaucoup de ne pas voir sa douce amère partenaire de classe, Asako, à sa place habituelle. Tandis qu'il essaie de comprendre où elle est, la lance envoie un signal aigu dans sa tête, indiquant qu'il y a un problème. L'école commence à trembler violemment et Ushio, réalisant qu'Asako pourrait être en danger, quitte la classe en courant pour la retrouver. En descendant, il aperçoit une fille au hasard dans l'escalier, se transformant lentement en pierre, et apprend de Tora qu'Asako et les autres pourraient être à la merci du tristement célèbre yokai, le mangeur de roches. Avec très peu de temps, il court vers l'ancien bâtiment et cherche partout les filles, mais ne trouve rien. Environ 1 heure plus tard, la police et une équipe de journalistes se rassemblent autour de l'ancien bâtiment pour enquêter sur l'incident. Mais pendant qu'ils restent là à ne rien faire, Ushio apprend de Tora que le yokai mangeur de roches piège actuellement les filles dans son espace spirituel pour se nourrir de leur peur et les transformer en pierre. Sachant cela, il fonce dans le bâtiment, ignorant les avertissements de la police, et brise la barrière spirituelle du mangeur de roches avec sa lance. À l'intérieur, Ushio trouve Asako, Mayuko et les autres filles déjà pétrifiées. Alors il s'énerve contre le mangeur de roches et l'attaque. Malheureusement, à cause de son arrogance, il se débrouille si mal que le mangeur de roches décide de le torturer pour le plaisir. Pendant ce temps, la brèche qu'Ushio a ouverte dans la barrière commence lentement à se refermer. Tora, en quittant l'espace du mangeur de roches, avertit Ushio de déguerpir de la barrière avant qu'elle ne se referme complètement, sinon il y laissera sa peau. Entendant cela, Ushio supplie Tora de sortir les filles pétrifiées de cet espace pour lui. Et Tora, choquée, lui demande pourquoi il risquerait sa vie pour une bande de nanas, tel un ultime simp de service. Alors qu'il se transforme lentement en pierre, Ushio répond qu'il a besoin d'Asako pour les futures sessions de l'intrigue. Cependant, après avoir sorti les filles, Tora se précipite à nouveau dans l'espace spirituel pour aider son pote, mais à ce moment-là, le mangeur de roches le plaque au sol. Alors que la barrière est sur le point de les enfermer, Ushio contrôle la lance de la bête et non seulement se libère, mais l'utilise aussi pour maintenir la barrière spirituelle ouverte. Voyant cela, Tora s'arme de ses pouvoirs de foudre, insulte le mangeur de roches et le vaporise dans un puissant éclair qui détruit tout le bâtiment. Même après un tel coup, le mangeur de roches se transforme en 2 grands yokai 1000 pattes et menace de semer encore plus le chaos. Pour éviter cela, Tora dit à Ushio de cracher sur sa lance et de poignarder le 1000 pattes dans l'œil pour qu'il meure. Sans hésiter, Ushio enduit sa lance de son lubrifiant naturel et poignarde les 2000 pattes dans l'œil, les détruisant. Après cela, il dépétrifie les filles et s'en va vers le coucher de soleil avec Tora, laissant journalistes et policiers stupéfaits. Quelques jours plus tard, Shigure revient de ses vacances et continue d'avertir Ushio à propos du monstre orange maléfique piégé dans la cave. Comme son père ne sait toujours pas qu'il l'a libéré, Ushio joue les gentils garçons toute la nuit et quitte la maison tôt pour la galerie d'art avec les filles. Arrivé là, il gambade partout et admire les magnifiques tableaux de son artiste populaire préféré, le regretté Hanyu. Cependant, quand ils arrivent tous devant la dernière toile de Hanyu, Ushio explique l'ambiance sinistre qu'il ressent et ajoute que Hanyu a légué cette œuvre finale à sa fille, Reiko, juste avant de mourir. En partant, Tora analyse le tableau et réalise que Hanyu est mort en maudissant les humains et s'est transformé en Oni. Cependant, au lieu de le dire à Tora, il garde l'information pour lui et continue de l'observer. Le lendemain, Ushio croise son aîné Masaki à l'école et se fait tabasser pour avoir été un petit con. Pendant ce temps, une bombe dépressive nommée Hanyu Reiko apparaît et supplie Masaki de l'inviter à sortir à la place. Cependant, quand Ushio réalise qu'elle est la seule fille de Hanyu, il la suit chez elle après l'école et la supplie de poser pour lui afin qu'il puisse la dessiner. Reiko refuse catégoriquement, affirmant que l'âme de son père décédé assassine toujours quiconque s'approche d'elle. Mais juste au moment où Ushio est sur le point de découvrir pourquoi, Truck-kun frappe encore et manque d'Isekaiser Ushio et Tora. Heureusement, Ushio le voit venir. Alors il fend le van en 2 juste à temps pour se sauver, lui et Tora, et se rend ensuite chez Asako. Arrivé là, Ushio demande à Asako des détails sur le passé de Reiko. Elle lui raconte que depuis son transfert, tous les simps qui cherchèrent à la draguer sont morts mystérieusement, façon destination finale. Attristée, Reiko a tenté de mettre fin à ses jours, mais même après avoir été sauvée, elle a endossé la responsabilité des morts, s'est éloignée des gens et est restée déprimée depuis. En entendant cela, Ushio s'intéresse encore plus à Reiko. Alors, quand il croise Masaki sur le chemin du retour, il le harcèle pour plus d'informations sur le passé de Reiko, et Masaki accepte de lui raconter. Il s'avère que la tragédie de Reiko a commencé quand sa mère irresponsable s'est enfuie avec son petit ami pour acheter des cigarettes. Son père s'est senti trahi et dans son amertume, il est devenu fou et est mort peu après avoir créé ce dernier tableau. Maintenant, son esprit vit comme un Oni à l'intérieur du tableau final dans la cage d'escalier de la maison, toujours prêt à assassiner tout homme qui s'approche de sa fille. Le lendemain, pendant qu'Ushio danse avec Reiko dans la cour lors de la répétition, un tourbillon les entoure et l'Oni Yokai attaque Ushio pour s'être trop approché de sa fille. Reiko supplie l'Oni de laisser Ushio partir
partir, mais juste au moment où l'Oni porte un autre coup, Tora apparaît et défend sa proie. Confus, l'Oni essaie d'attaquer Tora, mais après avoir été électrocuté par la foudre de Tora, il prend ses jambes à son cou. Ensuite, Reiko retourne à sa maison hantée et monte sur le toit pour tenter de nouveau de mettre fin à ses jours. Au même moment, Masaki et Yushio arrivent à la maison, alors quand ils la voient tomber, ils montent en courant et amortissent la chute avec la lance. Malgré tout, l'Oni l'encourage toujours à tomber, mais après avoir entendu toutes les belles choses que Masaki et Ushio avaient à dire sur la vie, Reiko décide de revivre. Déçu, l'Oni Yokai attrape Reiko et Masaki et se précipite vers le tableau afin de les y aspirer et de les forcer à vivre là avec lui pour toujours. Cependant, juste au moment où il est sur le point d'entrer, il reste coincé et Ushio frappe la lance dessus à plusieurs reprises pour le dégommer. Quand ça ne marche pas, l'Oni attrape Ushio et l'absorbe lentement dans le tableau pour l'éternité. Tora, qui observe toute la scène, attend qu'Ushio le supplie de l'aider, comme il l'avait fait avec le mangeur de roches. Mais quand Ushio n'appelle pas à l'aide, Tora prend son courage à deux mains et décide de le sauver. Après les avoir tirés du tableau, Tora entre dans le monde de la peinture, lacère le visage de l'Oni, et fait en sorte qu'Ushio détruise tout le tableau avec la lance de la bête. Ensuite, le véritable esprit du père de Reiko les remercie de l'avoir aidé et disparaît après avoir ramené le tableau final à sa forme et sa couleur originale. L'Oni disparu, Ushio obtient enfin que Reiko pose pour lui et rentre chez lui avec Tora. Quelques jours plus tard, un archéologue, avec des ouvriers routiers, trouve une clé de voûte spirituelle qui scellait 5 yokai dangereux il y a des siècles sur leur site et les avertit de ne pas toucher la pierre. Cependant, comme ces hommes n'ont que des muscles et pas de cervelle, ils détruisent quand même la clé de voûte et libèrent les 5 affreux monstres yokai de leur prison. En un rien de temps, ces 5 monstres déchiquettent les ouvriers et laissent l'archéologue en vie pour les aider à trouver Mikado, la femme qui les a emprisonnés il y a des lustres, pour se venger. Le lendemain, Ushio apprend l'incident aux infos et blâme instantanément Tora d'avoir agi dans son dos et d'avoir désactivé ses ouvriers du bâtiment. Tora nie, fournissant même des preuves solides de son alibi. Mais quand Ushio refuse toujours de le croire, il s'envole vers la ville pour réellement capturer et manger des humains. Quelques instants plus tard, Ushio se rend sur les lieux du crime et trouve un policier harcelant le vieil archéologue qui ne voulait que raconter son histoire. Ayant pitié de lui, il se précipite pour l'aider, mais au milieu du brouhaha, le carnet de photos de l'homme tombe de sa poche et Ushio y aperçoit la photo de Mayuko. Confus, il demande à l'homme pourquoi il a la photo de Mayuko. Et l'homme lui dit que la photo dans son livre appartient à Mikado, pas à Mayuko, ce qui signifie que Mayuko doit être le sosie de Mikado. Ayant dit tout cela, l'archéologue raconte ensuite à Ushio une histoire sur la façon dont son grand-père a vu Mikado sceller le yokai il y a environ 2 siècles. Et Ushio lui demande ce que les yokai feront s'ils trouvent une fille qui ressemble à Mikado. Quand l'homme lui dit qu'ils la dévoreront, Ushio réalise que Mayuko est fichue, alors il essaie immédiatement de la contacter avant qu'il ne soit trop tard. Quand Mayuko ne répond pas, il appelle Asako, apprend que Mayuko fait du shopping seule au centre commercial et s'y rend en voiture avec l'archéologue pour la trouver. De l'autre côté de la ville, Tora, qui cherchait l'humain parfait à dévorer toute la journée, aperçoit enfin la pure et innocente Mayuko sortant du centre commercial et tombe instantanément amoureux de son corps. Malheureusement, alors qu'il est sur le point de la manger, les 5 monstres yokai surgissent d'une ruelle et attaquent Mayuko, la prenant pour Mikado. Cependant, avant qu'ils ne puissent aussi la dévorer, Ushio apparaît avec la lance de la bête, les arrête et ramène Mayuko à l'intérieur du centre commercial. Irrités, les yokai le projettent contre une camionnette garée et poursuivent Mayuko à travers le centre commercial jusqu'à ce qu'elle monte dans un ascenseur. Juste quand elle pensait être en sécurité, les monstres apparaissent de l'autre côté de l'ascenseur, brisent la vitre le protégeant et font chuter Mayuko vers une mort certaine. Heureusement pour elle, avant qu'elle ne s'écrase sur le béton nu, Tora la rattrape, la dépose sur le toit du bâtiment et la revendique, l'ayant trouvée le premier. Quand l'un des monstres se jette sur Tora, Tora l'écrase d'un seul coup et défie les autres de venir l'affronter. À ce moment-là, Mayuko courait déjà, alors pour l'empêcher de s'échapper, un autre monstre yokai retient Tora pendant que les autres la poursuivent. Au milieu du brouhaha, Tora essaie de dire à ces idiots que Mikado est morte depuis longtemps. Mais quand il refuse toujours d'écouter, il détruit le yokai qui le retient et électrocute les autres monstres avec ses pouvoirs de foudre façon Pikachu. Réalisant qu'ils ne peuvent pas battre Tora, le dernier yokai restant plonge pour achever Mayuko. Mais avant que cela n'arrive, Ushio apparaît et détruit le yokai avec la lance de la bête. Mayuko sauvée, Ushio s'excuse auprès de Tora de l'avoir mal jugé plus tôt. Et Tora, après avoir accepté les excuses, peut enfin manger son premier hamburger avec son pote. Quelques semaines plus tard, Hugh, un célèbre exorciste de Hong Kong, détruit 2 yokai, dévorant un jeune garçon dans un bâtiment abandonné et prend quelques minutes pour se souvenir de l'ombre du yokai qui a détruit sa vie il y a 15 ans. En quittant le bâtiment, il aperçoit Tora qui ressemble étrangement au yokai de ses souvenirs dans un reportage et décide de s'envoler pour le Japon afin de le chasser. Pendant ce temps, Tora se bat avec Ushio après une attaque furtive ratée et le lacère au visage.
Après qu'Ushio s'évanouisse de douleur, Tora essaie de le manger, mais quand la lance de la bête se lève automatiquement pour protéger Ushio, il réalise qu'il est fichu, et alors il s'éclipse comme Batman pour combattre un autre jour. Le lendemain matin, il arrive au Japon pour chasser sa cible, mais tandis qu'il explore le quartier d'Ushio, il aperçoit deux voyous harcelant un père et sa petite fille, et tabasse ces idiots. Heureusement, juste au moment où il est sur le point de les dégommer, Ushio, qui faisait son jogging matinal, aperçoit la bagarre et l'arrête juste à temps. Alors qu'ils se font face, Hugh aperçoit Tora accrochée à l'épaule d'Ushio et devient instantanément fou furieux. Il essaie toutes les ruses de son répertoire pour assassiner Ushio et Tora, mais quand il aperçoit Ushio tenant la lance de la bête, il réalise qu'il a peut-être mal jugé Ushio en pensant qu'il ferait équipe avec Tora et s'excuse. Bien que confus, Ushio oublie l'attaque de Hugh et l'interroge pour en savoir plus sur son passé. En révélant son identité, Ryu raconte à Ushio qu'il était un père et un mari aimant, jusqu'à ce que le yokai sombre de ses souvenirs assassine toute sa famille une nuit, laissant 3 marques de griffes sur son visage. Depuis lors, Hugh dit qu'il a abandonné son ancienne vie et a vécu uniquement pour traquer et détruire ce yokai sombre. Maintenant qu'il a enfin une autre chance de vengeance, il supplie Ushio de lui dire si Tora est le même monstre sombre de cette nuit-là. Un instant, Ushio envisage de dire la vérité, à savoir que Tora n'est pas le yokai qu'il cherche, mais après s'être souvenu à quel point Tora l'avait vite trahi, le petit gars oublie leur amitié et vend Tora au diable en personne. Quelques instants plus tard, Ryu accule Tora dans une allée et combat le yokai toute la journée, tandis qu'Ushio continue d'aller à l'école, tentant de faire comme s'il n'avait pas trahi son ami. Alors que la bataille entre Ryu et Tora fait rage, Asako, qui a remarqué le comportement étrange d'Ushio à l'école, le suit et lui remet les idées en place dans son cerveau résistant à la logique. Après leur conversation, Ushio réalise qu'il a toujours essayé de fuir ses problèmes, de les éviter à tout prix. Alors, quand il fait nuit, il retourne à l'allée, empêche Hugh de désactiver Tora et lui dit toute la vérité. Au début, Hugh ne croit pas Ushio à cause de tous les efforts qu'il a déployés pour combattre Tora. Mais quand Ushio lui dit que Tora était enfermée dans sa cave depuis 500 ans, Hugh perd la tête, tabasse Ushio et décide de continuer le combat. À ce stade, Ushio sait que Hugh devient fou, alors il chuchote à Tora et lui dit de s'enfuir tant qu'il le peut encore. Confus, Tora lui demande pourquoi il irait si loin pour lui et Ushio répond que c'est parce qu'il a fait la même chose pour lui par le passé. Ceci dit, Yu continue d'attaquer, mais dès qu'Ushio le traite de meurtrier, il réalise qu'il est en train de se noyer dans sa vengeance. Alors il met fin au combat et laisse Ushio après une discussion à cœur ouvert qui a tout changé. Une semaine plus tard, Ushio et les filles se rendent à la plage pour profiter de leurs vacances d'été, comme tout le monde. Mais pendant qu'ils y sont, Ushio et Asako commencent à se chamailler comme un vieux couple, et Tora, qui s'ennuie à mourir, décide de piquer un sprint jusqu'au milieu de la mer pour se dégourdir les pattes. Peu après son départ, Ushio surprend un gamin, Tatsuya, en train de vider du sable dans leur bagage et le poursuit pour lui donner une bonne leçon. Mais juste au moment où il est sur le point de lui flanquer une raclée, Asako l'arrête et tente la carte de la pédagogie bienveillante avec le petit. Comme ça ne donne rien, le trio se rend au restaurant du grand-père de Mayuko, juste à côté. Mais pendant qu'ils savourent leur repas, ils découvrent que Tatsuya a perdu sa mère il y a 2 ans et qu'il faisait des farces pour repousser les gens et ne pas se faire d'amis. Au même moment, Tora arrive enfin au milieu de la mer, mais juste au moment où il est sur le point de continuer sa course, un yokai marin nommé Umisado surgit de l'eau, se présente comme le shérif des mers, un yokai flic, et supplie Tora de l'aider à détruire l'Ayakashi, qui sème la terreur dans les mers ces derniers temps. Confus, Tora demande des détails sur cet Ayakashi. Umisado lui explique que c'est un gigantesque monstre yokai, une agglomération d'âmes humaines piégées au fond de l'océan dans le domaine de Davy Jones. Convaincu par sa réponse, Tora accepte d'aider Umisado. Ce dernier l'emmène alors dans la zone maritime de l'Ayakashi pour l'affronter. Là, l'Ayakashi fait surface comme pour accueillir ses invités et Tora commence aussitôt à le bombarder de ses attaques éclairs. Après avoir tenté en vain de porter un coup décisif, Tora s'engouffre dans la gueule du monstre pour tenter de le déchiqueter, mais malheureusement, il glisse sur les parois et tombe à l'intérieur. Umisado essaie de le sauver, mais sachant que c'est peine perdue, Tora lui dit d'aller trouver Ushio sur la plage voisine et l'aide à s'y rendre grâce à sa foudre. Pendant qu'Umisado se dirige vers la plage, Asako et Tatsuya prennent un bateau pour une petite virée, mais avant qu'ils n'aillent loin, une partie du monstre Ayakashi les attaque et les engloutit. Au même moment, Ushio entend la voix d'Umisado et apprend la situation critique de Tora. Mais alors qu'il cherche désespérément une solution, Mayuko lui annonce qu'Asako est en difficulté. Sans hésiter, Ushio appelle Asako et découvre qu'elle et Tatsuya sont actuellement piégés dans les entrailles de l'Ayakashi. Pour éviter qu'il ne panique, il dit à Asako de calmer le garçon et de l'attendre. Cependant, alors qu'il fonce vers le yokai, Tora trouve Asako et Tatsuya encerclés par de petits yokai et les sauve. Peu après, Ushio arrive au corps extérieur de l'Ayakashi et tente de percer et transpercer sa peau caoutchouteuse avec la lance de la bête. Cependant, quand ça ne marche pas, il entre dans la gueule du monstre et descend à toute vitesse dans la gorge pour atteindre Asako et le garçon. Après les avoir sauvés des petits yokai, Tora s'installe avec Asako et l'écoute raconter à Tatsuya comment Ushio, dont la mère est aussi morte, était comme lui avant d'être sauvé
sauvée par les mots réconfortants de son père. Alors qu'elle termine son histoire, l'Ayakashi a faim et commence à aspirer tout ce qui se trouve dans son ventre vers son tube digestif, y compris le bateau d'Asako et Tatsuya. Pour les garder en vie, Tora les attrape tous les deux et s'accroche aux parois de l'estomac du yokai car son énergie est en train d'être drainée. Heureusement, juste avant qu'ils ne soient tous aspirés dans l'intestin du monstre, Ushio apparaît, plante la lance de la bête dans la paroi stomacale de l'Ayakashi et continue d'essayer de les tirer tous hors de là. Au milieu de tout ce chaos, Asako s'évanouit mais Ushio demande à Tatsuya de la tenir pour qu'il ne la perde pas. Juste à ce moment-là, la main d'Ushio glisse et ils sont tous attirés vers le tube digestif. Par chance pour eux tous, avant qu'ils ne soient aspirés, la lance de la bête attaque automatiquement le mini Ayakashi qui se cachait dans le conduit. Et Ushio, après avoir récupéré sa lance, lacère le monstre entier avec son ami Tora. En un clin d'œil, l'Ayakashi est détruit et toutes les âmes qu'il avait absorbées auparavant rejoignent enfin le ciel pour reposer en paix. Après leur épreuve, Ushio remercie Tora d'avoir aidé ses potes et retourne à la station balnéaire pour se détendre. Le lendemain, Tatsuya remercie Ushio et ses amis et les raccompagne à la gare. Mais sur le chemin du retour, Ushio se souvient de ce que Misado lui a dit sur sa mère, qu'elle était vivante et faisait des choses ignobles et se demande s'il disait la vérité. Pour confirmer ses soupçons, Ushio demande à Shigure où se trouve sa mère quand il rentre ce soir-là, mais pour une raison quelconque, Shigure évite le sujet comme la peste, tel un mauvais payeur de pension alimentaire. Alors qu'Ushio continue de le harceler pour qu'il crache le morceau, Shigure retrouve Tora assis près de son fils, garde son calme et refuse toujours de dire quoi que ce soit à Ushio sur sa mère. Juste à ce moment-là, un appel d'exorcisme d'urgence retentit. Shigure répond et quitte la maison pour s'en occuper. À la tombée de la nuit, Shigure exorcise le yokai en question, visite la villa de la secte Kohamei qui abrite les anciens bouddhistes qu'il sert et leur dit qu'Ushio a libéré Tora et est maintenant le porteur de la lance de la bête, tueuse de yokai. Comme on pouvait s'y attendre, les anciens ont failli faire dans leur froc en entendant cela, mais au moment où ils commencent à planifier des mesures préventives, Shigure les supplie de lui donner une chance de tester son fils pour évaluer ses compétences. Si tout se passe bien, ils n'auront peut-être même pas besoin de massacrer Tora. Sinon, Ushio et Tora devront partir. En entendant cela, la grande chef de la secte bouddhiste Kohamei, Oyakumei, permet à Shigure de tester son fils. Mais avant de le laisser partir, elle lui rappelle le réveil imminent de Hakumen no Mono et Shigure l'assure qu'il n'a rien oublié. Après la réunion, quelques détracteurs de Shigure agissent donc dans le dos d'Oyakume et engagent des moines assassins pour s'assurer que Shigure, son fils et Tora soient remis à leur place une bonne fois pour toutes. Quand Shigure rentre chez lui, il trouve Ushio en train de remercier la lance de la bête de l'avoir sauvé de Tora tout ce temps et est déçu. Sachant pertinemment que la lance de la bête n'existe que pour massacrer les yokai, Shigure flanque une raclée à son fils pour l'avoir trop glorifié et lui confisque la lance. Après le dîner, Ushio demande à son père des nouvelles de sa mère une fois de plus. Shigure lui donne 1 200 000 yens pour faire un voyage à Hokkaido, voir son oncle et en savoir plus sur sa mère et les choses ignobles qu'elle est en train de faire. Après qu'Ushio ait récupéré l'argent, Shigure enfile ses vêtements officiels, se présente comme un mystique bouddhiste qui voyage et scelle les yokai, dit à Tora qu'il a reçu l'ordre de l'exécuter, puis le défie en duel dans leur jardin. Ushio regarde sous le choc son père, qu'il pensait bon à rien, affronter un puissant yokai comme Tora et égale sa force. Cependant, quand les choses commencent à devenir très dangereuses pour les deux, il s'interpose pour tenter d'arrêter le combat, mais il l'ignore. N'ayant plus le choix, Ushio saisit la lance de la bête, se transforme en samouraï d'il y a 500 ans et arrête le combat de force. Après avoir vu son fils manier parfaitement la lance de la bête, Shigure abandonne la comédie et analyse la sincérité de la relation entre Ushio et Tora jusqu'à présent. Réalisant qu'Ushio et Tora ne sont pas des menaces pour la société, Shigure crie sur les moines bouddhistes renégats qui les espionnent depuis les piliers et leur dit qu'au lieu de sceller Tora comme s'il était maléfique, ils devraient le laisser combattre aux côtés d'Ushio, l'actuel porteur de la lance de la bête. Quand les anciens refusent de le croire, Shigure leur parle de Hakumen no Mono, ce qui pique la curiosité d'Ushio et lui donne une chance de partir chercher sa mère pendant qu'il retient ses prêtres bornés. Heureusement, Ushio n'est pas un lâche, alors quand les prêtres aînés attaquent son père, il reste debout et se bat à ses côtés. Bientôt, les anciens activent leur pouvoir, capturent Shigure et assomment Ushio. Cependant, juste avant qu'il ne s'enfuit avec la lance de la bête, Tora décide de travailler avec Shigure, et ensemble, ils mettent en déroute tous les moines renégats. Après la bataille, Ushio s'endort et Shigure en apprend plus sur la relation de Tora avec Ushio. Au moment où Ushio se réveille, Shigure lui dit de faire le voyage à Hokkaido et l'assure qu'il ira bien. Alors, le lendemain matin, Ushio dit au revoir à son vieux et part pour l'aéroport. Arrivé là-bas, Ushio attend le départ dans le hall et surprend un pilote de l'armée de l'air à Tezawa parler à Yu, la fille d'un pilote décédé, de l'accident d'avion qui a coûté la vie à son père. Alors que Yu croit qu'Atezawa a assassiné son père, étant donné qu'ils volaient tous deux sur la même route ce jour-là, Atezawa affirme que l'avion du père de Yu s'est écrasé parce qu'un monstre l'a attaqué en plein vol. Yu refuse toujours de le croire, mais quand Ushio entend Atezawa parler d'un monstre, il demande à Tora si un yokai renégat aurait pu causer l'accident.
Tora lui dit qu'il connaît un yokai aérien nommé Fuzuma qui descend occasionnellement au sol pour dévorer des humains et ajoute que bien que Fuzuma soit une plaie à vaincre, ses seules faiblesses sont les dents noircies et beaucoup de feu. Sachant cela, Ushio monte à bord de l'avion et s'assure de s'asseoir près de Yu pour en savoir plus sur son père. Après le décollage, il se présente, demande à Yu ce qui la tracasse et apprend que le père décédé de Yu était le capitaine de l'avion qui s'est écrasé après une quasi-collision avec l'avion d'Atezawa. Peu après leur conversation, Yu s'endort et Atezawa prend place à côté d'Ushio pour discuter. Après les politesses d'usage, Atezawa raconte l'expérience terrifiante qu'il a vécue la nuit où l'avion du père de Yu s'est écrasé. Apparemment, quelques secondes après avoir repéré le monstre vert et élancé s'enrouler autour de l'avion du pilote décédé, il a fait de son mieux pour le détruire. Mais malheureusement, le monstre avait déjà détruit les moteurs de l'avion. Alors qu'il continue de raconter à Ushio, l'atmosphère autour de l'avion devient soudainement verte et Atezawa ressent la même sensation que la nuit de l'accident. En quelques secondes, Fusuma s'accroche à l'avion, neutralise les pilotes et laisse l'avion plonger vers sa perte, plongeant tout l'avion dans le chaos. Le temps presse, Atezawa prend les commandes du cockpit et Ushio invoque la lance de la bête du compartiment à bagages. Ensuite, il ordonne à Tora de traverser les parois de l'avion pour sortir et faire déguerpir Fusuma. Et Tora n'a finalement pas eu d'autre choix que d'obtempérer, surtout après qu'Ushio ait révélé son invisibilité aux autres passagers. Une fois le bon moment venu, il traverse la paroi de l'avion pour se rendre à l'arrière et aide Atezawa à reprendre le contrôle. Pendant qu'Atezawa stabilise l'avion, Yu, qui a tout vu se dérouler, réalise enfin qu'Atezawa disait la vérité depuis le début. Alors elle appelle Ushio et s'excuse d'avoir été une rabat-joie. Pendant qu'il la flatte avec des mots doux, Tora combat Fusuma pour le tenir occupé et Atezawa essaie d'appeler la tour de contrôle des forces d'autodéfense pour les informer du danger. Cependant, comme Fusuma est un yokai invisible au radar humain, la tour de contrôle refuse d'envoyer de l'aide, ce qui signifie que l'avion d'Atezawa est perdu. Heureusement, juste avant qu'il ne perde espoir, Tora apparaît devant le pare-brise du cockpit avec un plan d'attaque et dit à Ushio de planter la lance de la bête à travers le plafond de l'avion sur son signal afin qu'il puisse endommager Fusuma par surprise. Puisque la lance de la bête est conçue pour ne tuer que les yokai, Ushio voit en fait le génie dans les plans de Tora. Alors une fois le bon moment venu, il passe en mode samouraï et attend à l'intérieur de l'avion le signal de Tora. Au moment où Tora retient Fusuma et donne le signal, Ushio et Yu transpercent la paroi de l'avion et finissent par endommager Fusuma. Par la suite, la tour de contrôle repère enfin le sang de Fusuma sur le radar et envoie des avions de chasse pour l'éliminer. Quand les avions de chasse arrivent à l'avion, Atezawa leur dit de tirer un missile sur Fusuma, mais comme il est toujours attaché à l'avion, les avions de chasse refusent. N'ayant pas d'autre choix, Ushio dit à Tora de l'emmener à l'arrière de l'avion afin qu'il puisse couper les membres de Fusuma et le forcer à s'éloigner. Initialement, Yu et Atezawa ont refusé de le laisser se sacrifier ainsi, mais après de longues discussions, ils ont tous accepté de le faire monter là-haut. Peu après être monté sur le dos de l'avion, Ushio et Tora travaillent ensemble et attaquent de Fusuma jusqu'à ce qu'il lui brise tous les membres. Dès que Fusuma est hors de l'avion, les jets le bombardent avec un missile incendiaire et Fusuma meurt quelques secondes plus tard. Après leur épreuve, Atezawa essaie de faire un atterrissage d'urgence, mais quand il réalise que le train d'atterrissage est défaillant, Ushio demande à Tora de porter littéralement l'avion à bout de bras jusqu'à l'aéroport le plus proche. Après avoir réussi à faire atterrir l'avion, Ushio dit au revoir à Atezawa et Yu et part pour leur prochaine aventure. Quelques nuits plus tard, deux monstres yokai-loups, Reishin et Kagari, poursuivent un troisième yokai-loup nommé Jiro à travers la forêt, tout en le suppliant d'arrêter ce qu'il compte faire aux humains. Jiro refuse de s'arrêter pour qui que ce soit, alors quand il arrive sur l'autoroute, il provoque un accident horrible et finit par échapper à ses poursuivants. Réalisant qu'il est déjà parti, Reishin et Kagari décident de rencontrer le porteur de la lance de la bête, Ushio, et de voir s'il pourra les aider à arrêter Jiro. Alors le lendemain matin, ils prennent leur forme humaine, retrouvent Ushio dans la ville près de la forêt, attirent son attention puis l'emmènent dans une cabane au fond de la forêt pour parler. Arrivé là-bas, ils se présentent comme des yokai-loups Kometachi pacifiques et le supplient de les aider à massacrer leur frère Jiro qui s'est lancé dans une série de meurtres récemment. Initialement, Ushio refuse de les aider, mais quand il voit les restes des villageois déjà massacrés par Jiro, il reste en arrière pour discuter seul avec Reishin et laisse Kagari et Tora dehors se chamailler comme des gamins de la Gen Z. Quelques instants plus tard, alors que la conversation de Reishin et Ushio continue, Kagari se comporte comme un parfait crétin envers Tora, pensant qu'il n'était qu'un yokai faiblard, et fait dégénérer leur dispute en bagarre. Naturellement, Tora accueille le combat, mais juste avant qu'il n'éclate, il sent une forte présence à proximité et dit à Kagari d'arrêter. Étant le crétin fini, Kagari continue
continue de se battre et ne s'arrête qu'après s'être tranché l'avant-bras gauche. En quelques secondes, Jiro apparaît sous sa forme humaine et devient fou furieux quand il aperçoit la tristement célèbre lance de la bête dans la main d'Ushio. Pour arrêter le désastre imminent, Ushio passe en mode samouraï et attaque Jiro qui est déjà sous sa forme Kaimai Itachi. Mais malheureusement, il est gravement blessé dans la bataille. Heureusement pour lui, alors que Jiro est sur le point de le tuer, Tora lui empale la poitrine avec son bras sectionné et Jiro s'envole. Après la bataille, Tora trouve Ushio évanoui à cause de ses blessures. Alors il laisse Kagari et Raishin le soigner avec leur médecine spéciale. Quand Ushio se réveille, il trouve le bras sectionné de Tora jonchant le sol et développe instantanément un nez. Néanmoins, il rattache l'avant-bras sans problème et se dirige directement vers le chantier de construction le plus proche pour traquer Jiro. Quelques instants plus tard, quand ils arrivent enfin à Jiro, Kagari essaie de le dissuader de sa soif de sang humain. Mais quand ça ne marche pas, Ushio lui lacère la poitrine. Enragé, Jiro coupe la falaise au-dessus de leur tête et provoque un glissement de terrain avec la seule intention de les écraser. Cependant, juste au moment où il pensait avoir gagné, il aperçoit Raishin et Kagari coincés sous un véhicule écrasé, et Ushio et Tora essayant désespérément de retenir un énorme rocher pour qu'ils ne soient pas tous écrasés. Juste à ce moment-là, Ushio remarque de l'essence qui fuit du véhicule écrasé. Alors il dit à Tora d'essayer de soulever le véhicule pour que Raishin et Kagari puissent être sauvés avant qu'il n'explose. Jiro voit cela et continue de divaguer des absurdités. Mais quand Ushio lui dit de le tuer à la place, s'il déteste tant les humains, il se calme et reconsidère un peu sa décision. Après un autre discours d'encouragement d'Ushio avec une pincée de larmes de crocodile, Jiro commence lentement à changer d'avis. Malheureusement, alors qu'il est sur le point de les aider, les ouvriers du bâtiment de car arrivent et le harcèlent. Ushio essaie de les faire reculer, mais l'un des idiots laisse tomber sa cigarette dans la fuite d'essence et l'enflamme. Alors que le feu brûle lentement vers le véhicule, Ushio réalise qu'ils ont besoin de plus de bras pour soulever le véhicule. Alors, ils appellent certains des ouvriers censés à l'aide et à leur surprise, un groupe de gars se présente. Quelques secondes plus tard, ils parviennent à sortir Raishin et Kagari juste avant que le camion n'explose. Mais même après avoir eu une seconde chance, Jiro, touché par les bons samaritains humains, réalise qu'il ne la mérite pas. Alors, quand Ushio baisse sa garde, il l'attaque et force Ushio à lui planter la lance de la bête en plein dedans. Confus, Ushio lui demande pourquoi il se sacrifierait ainsi. Pour faire court, Jiro dit que c'est parce qu'Ushio s'est excusé au nom des humains pour leur méchanceté, puis il disparaît pour toujours. Le lendemain, les anciens bouddhistes renégats apprennent de leurs moines que leur tentative d'assassinat sur Shigure et Ushio a échoué. Pendant qu'ils planifient leur prochain coup, l'assistant d'Oyakume, Najiro, entre dans la pièce et leur ordonne, au nom d'Oyakume, d'observer Ushio comme le prochain porteur de la lance de la bête. Pendant ce temps, Ushio et Tora se détendent aux sources chaudes de Raishin et Kagari pour se rafraîchir et guérir de leurs blessures de la veille. Cependant, alors qu'ils se crient dessus, Ushio entend une fille chanter à proximité. Alors il nage de l'autre côté et trouve une jeune femme aux cheveux argentés, Saya, qui semble souffrante, chantant magnifiquement. Il l'écoute chanter pendant un certain temps. Mais quand Tora apparaît pour le distraire à nouveau, Tora réalise qu'Ushio est un voyeur et hurle. Presque instantanément, Saya le voit regarder, et alors elle rentre chez elle en courant, effrayée que sa pureté sacrée ait été souillée par les yeux lubriques d'Ushio. Une fois rentrée chez elle, son père, Taki, et sa grand-mère grincheuse la réprimandent pour être restée dehors tard, d'autant plus que sa santé fragile ne lui permet pas de vivre une telle vie. Ensuite, il l'emmène dans une pièce spéciale ornée d'étranges barrières spirituelles et la laisse là afin que Saya réconforte la divinité de la famille qui y vit. Saya essaie de jouer avec la divinité comme d'habitude, mais cette fois-ci, quand la divinité sent les odeurs d'Ushio et Tora sur ses vêtements, elle dit à Saya de les amener là afin qu'il puisse la libérer. Quelques instants plus tard, Saya erre à l'extérieur de la villa de son père pour chercher Ushio et s'évanouit quelque part sur la route. Heureusement, avant qu'elle n'ait un accident, Ushio la sauve et la ramène à la villa de son père avant qu'il ne pique une crise. Cependant, quand ils arrivent à la villa, Taki se met vraiment en colère et dit du mal de la maladie de Saya, sans même se soucier d'Ushio assis à côté d'elle. Comme on pouvait s'y attendre, Ushio ne se laisse pas faire, alors il se lève et confronte Taki et sa mère pathétique pour être de tels crétins finis. Pensant qu'Ushio n'était qu'une autre mauviette, Taki envisage de le payer pour qu'il se taise. Mais quand il aperçoit la lance de la bête dissimulée à côté de lui, il accorde à Saya 30 minutes de plus avec lui et part. Quelques minutes plus tard, Saya emmène Ushio et Tora dans la pièce spéciale de la divinité. Mais en chemin, elle raconte l'histoire derrière la lignée de sa mère, sa nature maladive et fragile. Apparemment, sa mère était censée être le pont entre les yokai et les humains, mais malheureusement, après que son père l'ait épousée, il l'a enfermée dans la villa et l'a forcée à réconforter le puissant dieu que ses ancêtres avaient scellé juste pour protéger la richesse de la famille. Maintenant qu'elle assume les devoirs de sa mère, Saya ouvre la porte et fait entrer Ushio et Tora. Après les présentations, la divinité Omamaru se présente et demande à Ushio de briser la barrière qui la retient prisonnière pour qu'elle soit enfin libre. Au même moment, Takei se souvient d'une prophétie d'Omimaru, elle serait sauvée par un garçon à la lance. Il comprend que c'est Ushio. Alors qu'il fonce vers la pièce, Omimaru insiste pour qu'Ushio brise la barrière spirituelle avec la lance de la bête, mais Tora l'avertit qu'elle pourrait être pulvérisée.
Bon, comme elle a déjà bien vécu, Omamaru accepte de mourir pour ses autres êtres aux cheveux blancs, mais Saya fait de son mieux pour la retenir. C'est alors que Tiki défonce la porte et attaque Ushio. Après qu'Ushio ait bloqué sa première attaque, ce vieil idiot se plaint de toute la richesse que sa famille a accumulée en scellant Omimaru depuis 200 ans. Il supplie Ushio de ne pas la libérer tout de suite. Mais comme Ushio ne supporte pas les égoïstes, il ignore les divagations de l'homme et continue de le combattre. Pendant ce temps, Tora tente de briser la barrière. Malheureusement, seule la lance de la bête et Saya peuvent l'ouvrir. Ayant cela en tête, Ushio s'approche de la barrière pour la briser, mais Saya le bloque et tente de le convaincre de ne pas la détruire. À ce moment-là, Takei et sa charmante mère commencent à soutenir Saya pour qu'Omimaru ne soit pas libéré. Cependant, juste quand ils pensaient avoir gagné, Omimaru raisonne Saya, qui change finalement d'avis. Une fois qu'elle autorise Ushio à agir, il détruit le seau, libérant une énorme explosion d'énergie, et toute la maison explose. Dans tout ce tumulte, Tora protège Omamaru de l'explosion et la regarde monter au ciel dès que la mission est accomplie. Une fois la poussière retombée, la famille de Takei retourne à la pauvreté et Ushio et Tora partent après avoir dit au revoir à leur nouvelle amie Saya. Le lendemain matin, Mayuko examine un vieux miroir chinois acheté par son père et le voit soudain vibrer subtilement. Elle a un peu peur, mais avant que quoi que ce soit de surnaturel ne se reproduise, Asako arrive et l'accompagne à l'école, tandis que ses parents partent pour leur voyage en Europe. Sur le chemin de l'école, Mayuko remarque qu'Asako soupire et la taquine parce qu'Ushio lui manque. Depuis qu'Ushio est parti pour Hokkaido, il est absent de l'école et son père, le cerveau en compote, n'a même pas signalé la situation à qui que ce soit. Donc, à l'époque, Asako et les autres ne savaient même pas ce qui se passait avec Ushio. À l'école, Asako passe la journée à soupirer et à s'inquiéter énormément pour lui. Quand ses camarades le remarquent, elle nie tout et manque de tuer quiconque la taquine sur sa relation compliquée avec Ushio. Finalement, l'absence d'Ushio affecte toute la classe. Pour savoir ce qui se passe, Mayuko et Asako se rendent chez Ushio après l'école. Lo Shigurei leur parle de son voyage à Hokkaido et Asako est furieuse contre le pauvre garçon de l'avoir laissé dans l'ignorance. À la tombée de la nuit, Ushio sort de la cabane de la forêt de Kumaitachi après le dîner et regarde une étrange mare d'eau sous la pleine lune. En quelques secondes, l'eau devient jaune doré et Ushio aperçoit Asako en temps réel, criant le nom de Mayuko comme si quelque chose de grave lui était arrivé. Cela l'effraie énormément. Il retourne à la cabane et demande à Raishin et Kajiri s'il y a un moyen d'entendre les voix des personnes qu'il a vues dans le miroir d'eau. Pour l'aider, Raishin et Kajiri l'emmènent voir Unga, un vieux yokai expert en miroir d'eau au cœur des montagnes venteuses pour en savoir plus. Peu après l'avoir invoqué, Unga montre à Ushio et aux autres un enregistrement miroir de tout ce qui s'est passé juste avant la disparition de Mayuko. Apparemment, après que les filles soient rentrées de l'école, Mayuko a remarqué que le miroir s'était tourné vers elle. C'était étrange au début, mais comme ce n'était qu'un vieux miroir, elle l'a ignoré et a continué à profiter de sa soirée avec Asako. Plus tard, alors qu'Asako se remémorait un souvenir où Ushio avait risqué sa vie pour sauver son projet d'un chien enragé, le yokai maléfique du miroir surgit avec sa grosse tête hideuse, avale Mayuko et retourne dans sa prison de verre. À ce moment-là, Unga arrête l'enregistrement et révèle à Ushio que Kiyoma est le nom du yokai miroir qui a enlevé Mayuko. Enragé, Ushio demande au vieux yokai comment sauver Mayuko et celui-ci lui dit qu'il les renverra à Tokyo via son portail miroir. Mais Ushio doit vaincre Kiyoma avant que l'eau d'Unga ne refroidisse, sinon il sera piégé là pour toujours. Sachant cela, Ushio et Tora entrent dans le portail, arrivent chez Mayuko et interrogent Asako sur l'incident. À ce moment-là, Asako ne reconnaît pas Ushio à cause de ses longs cheveux. Mais comme elle a déjà rencontré Tora dans le ventre de l'Ayakashi, elle parle quand même de Mayuko à Ushio et le suit dans le monde miroir du yokai maléfique. Quelques instants plus tard, le trio arrive dans le monde miroir de Kiyoma et le trouve en train de s'en prendre à Mayuko. Quand Kiyoma les aperçoit, il envoie des mini-versions de lui-même pour arrêter Ushio et Tora. Mais Tora les détruit et permet à Ushio de s'approcher suffisamment pour porter un coup fatal au dégoûtant yokai. Quelques secondes après avoir été touché, Kiyoma meurt et Ushio et Tora parviennent à retourner dans le monde réel avec Asako et Mayuko. Après les avoir déposés sur le sol de la maison de Mayuko, ils leur jettent un dernier regard et retournent à la grotte d'Unga. Le lendemain, une armée entière de yokai maléfiques se réunit dans le royaume spirituel pour débattre de la tyrannie d'Ushio depuis qu'il est devenu le porteur de la lance de la bête. Après avoir établi qu'Ushio est un danger pour tous les yokai,
yokai, ils maudissent sa mère et avancent leur plan pour l'attaquer quand il arrivera à Tono. Tandis que leur plan d'attaque progresse, Tora règle ses comptes avec Kajiri. Ushio dit au revoir aux frères et sœurs Kamaitachi et ils prennent tous deux le bus pour la gare de Tono. Cependant, avant qu'ils n'aillent loin, l'armée yokai jette le bus hors de la route, provoquant un accident effroyable et poursuit Ushio et Tora profondément dans les bois. Ushio se transforme rapidement en sa forme de samouraï et travaille avec Tora pour massacrer autant de yokai qu'il le peut. Mais malheureusement, même cela ne suffit pas car d'autres monstres yokai apparaissent et immobilisent Ushio. Heureusement, alors qu'ils sont sur le point de le dévorer, la lance de la bête résonne fortement, détruit les yokai qui immobilisent Ushio et le transportent vers un lac plus loin dans la forêt. Voyant cela, Tora tente de le suivre. Mais à ce moment-là, son ami de longue date, un yokai géant à cornes nommé Hitotsuki, lui barre la route et commence à l'insulter pour être de mèche avec le porteur de la lance de la bête. Tora fait de son mieux pour convaincre Hitotsuki qu'il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Mais quand Hitotsuki refuse toujours de le croire, il lui demande pourquoi les yokai en ont après Ushio. Pendant qu'Hitotsuki explique les choses à Tora, Ushio arrive au lac et rencontre un paisible yokai Kappa qui y vit. Après les salutations d'usage, le yokai Kappa soigne les blessures d'Ushio et Ushio raconte tout ce qui lui est arrivé jusqu'à présent. À ce moment-là, Ushio pensait que les monstres yokai l'attaquaient parce qu'il avait massacré trop de leur espèce. Mais le yokai Kappa l'assure que les yokai l'ont attaqué à cause du péché de sa mère. En entendant cela, Ushio presse le yokai de lui parler du péché de sa mère et le Kappa commence sa narration depuis le tout début. Tout a commencé il y a 1000 ans lorsqu'un monstre yokai incroyablement puissant et étranger nommé Hakumen no Mano est venu de Chine au Japon pour détruire tous les yokai qui y vivaient et semer le chaos parmi les humains. Quand les yokai japonais ont pris conscience de la menace, ils ont uni leurs forces et combattu Hakumen no Mano pendant des années. Hakumen a bien résisté, mais quand les humains ont découvert son existence, ils se sont retirés temporairement pour se soigner et se préparer à une autre bataille fatidique contre les yokai japonais. Le temps passant, les yokai japonais, craignant le retour d'Hakumen, ont traqué le monstre jusqu'à un lac pour le vaincre avant qu'il ne se réveille. Mais juste au moment où le Kappa s'apprête à raconter l'implication de la mère d'Ushio, la lance de la bête résonne à nouveau, signalant la présence de yokai, et Ushio quitte le lac pour le village le plus proche. Pendant ce temps, Saya, Omamaru, Raishin et Kajiri, qui se trouvent près du lieu de l'accident de bus, remarquent tous la malveillance massive dans l'air et réalisent que quelque chose ne va pas. Peu après, un groupe de yokai s'approche de Raishin et Kajiri et leur demande leur coopération pour abattre Ushio. Cependant, comme ils ont juré de protéger Ushio, les frères et sœurs les massacrent tous et se précipitent pour avertir Ushio du danger imminent. Ailleurs, Hitotsuki raconte à Tora tout ce qui s'est passé après leur bataille contre Hakumen. Apparemment, quand ils sont arrivés au lac où le monstre dort, ils ont trouvé une barrière de défense absolue, lancée par la mère d'Ushio pour protéger le monstre, et ont réalisé à leurs dépens qu'ils ne pouvaient pas la briser, quoi qu'ils fassent. À ce stade de l'histoire, un Tora confus demande à Hitotsuki s'il est réalistement possible que la femme d'il y a 1000 ans soit encore en vie pour être la mère d'Ushio. Mais au lieu de répondre, Hitotsuki continue de harceler Tora pour qu'il révèle ses véritables intentions envers Ushio. Pour ne pas passer pour un traître, Tora trahit Ushio en disant à Hitotsuki de faire ce qu'il veut de lui et Hitotsuki part joyeusement à sa chasse. Quelques heures plus tard, Ushio aperçoit un vieil homme étrange marchant seul dans les bois alors qu'il combat les yokai qui le poursuivent. Alors, pour éviter d'ajouter au nombre de morts, il interrompt sa bataille, prend le vieil homme sur son dos et continue de courir vers le village. Arrivé là, Ushio et le vieil homme s'arrêtent dans une boulangerie et savourent une collation rapide pendant quelques minutes. Après avoir vu Ushio se goinfrer comme un ogre, le vieil homme l'interroge sur ses longs cheveux et sa lance. Ushio passe l'heure suivante à lui raconter toute la vérité, n'oubliant pas de mentionner la douleur qu'il ressent à chaque fois qu'il doit tuer un yokai pour le bien commun. Après cela, Ushio et le vieil homme sortent du magasin, mais alors qu'ils sont sur le point de partir, l'armée yokai arrive au village et les attaque. Pour éviter de provoquer un autre bain de sang, Ushio attire l'armée yokai à la périphérie du village et combat autant qu'il le peut pour rester en vie. En quelques minutes, il est à bout de force et s'effondre. Mais alors que les monstres yokai sont sur le point de l'achever, Raishin et Kajiri apparaissent et en massacrent quelques-uns. Peu après, Hitotsuki rejoint la bataille pour compliquer les choses pour Ushio et les frères et sœurs Kamaitachi. Cependant, alors qu'il continue de les combattre, Tora commence à se sentir minable d'avoir vendu son âme et trahi Ushio. Après quelques minutes à repenser aux souvenirs partagés avec Ushio, il décide finalement d'arrêter d'être un lâche et de racheter sa dignité. Ayant cela en tête, Tora se précipite vers Ushio, arrive juste au moment où Raishin et Kajiri sont sur le point de se sacrifier pour le sauver et détruit les yokai qui les entourent avec sa foudre. Ensuite, il les emmène tous vers un endroit qu'ils croient sûr, mais dès qu'ils atterrissent, une épaisse brume couvre la zone et transporte Ushio dans un
manoir du royaume des esprits. Là, une voix âgée le dirige vers une pièce spéciale où il trouve Omamaru, la divinité de Saya, assise à côté d'un vieil homme qui se présente comme le chef des yokai de la montagne. Après les salutations d'usage, Ushio demande au chef yokai pourquoi il est attaqué par les yokai et le chef yokai répond que c'est parce que sa mère protège actuellement le lieu de repos d'Akumen no Mano avec la barrière. Pour aider Ushio à mieux comprendre, le chef yokai compare la forme d'Akumen à celle d'une bête à 9 queues et raconte les terribles souvenirs que chaque yokai au Japon, y compris Tora, a de l'avoir combattu. Bien que la mère d'Ushio n'ait pas créé la barrière, le chef yokai lui dit qu'elle est de la même lignée que la femme qu'il a créée il y a 1000 ans et qu'elle est la troisième personne à maintenir cette barrière jusqu'à ce jour. Cela dit, Ushio demande à l'homme pourquoi sa mère va si loin pour protéger Akumen, mais l'homme répond qu'il ne le sait pas encore. Cependant, pour le découvrir, l'homme promet d'arrêter toutes les attaques yokai contre Ushio afin qu'il puisse aller rencontrer sa mère et lui demander directement. Cela dit, le chef yokai se révèle être le vieil homme qu'Ushio a aidé à s'échapper de la forêt l'autre jour, puis met fin à la réunion. Quelques secondes plus tard, Ushio suit le chef yokai à l'extérieur du manoir et le trouve en train d'essayer de faire cesser les attaques d'Itotsuki contre Tora et les autres. Après de nombreux allers-retours, Itotsuki refusant de céder, le chef yokai décide finalement de régler l'affaire par un duel entre Itotsuki et Tora. Si Tora gagne le duel, alors Itotsuki se retire. Mais si Itotsuki gagne, il pourra faire ce qu'il veut. Le décor étant planté, Itotsuki et Tora s'affrontent dans un combat mortel. Itotsuki prend le dessus au début de la lutte, réussissant même à empaler Tora à la poitrine. Mais une fois que Tora reprend pied, il inonde Itotsuki de feu, l'électrocute avec la foudre et lui réduit le cerveau en bouillie. En quelques minutes, le duel se termine par la victoire de Tora et le vieil homme salue Ushio et Tora alors qu'ils entament la prochaine phase de leur voyage. Quelques jours plus tard, alors que Ushio et Tora arrivent à Hokkaido, Akumen, qui se la coule douce dans son berceau aquatique, sent la lance de la bête se rapprocher. Il envoie donc des centaines de ses mini-soldats yokai à l'air louche pour la récupérer. Tandis que les monstres commencent à traquer la lance de la bête, Ushio et Tora se perdent en cherchant une auberge dans la nuit brumeuse d'Hokkaido. Cependant, au moment où ils tentent de revenir sur leurs pas, l'un des monstres d'Akumen repère la lance de la bête et les attaque pour la détruire. Ushio se prépare instantanément au combat, mais avant même qu'il ne touche le monstre, une étrange et rigide guerrière nommée Inoa apparaît et détruit facilement le yokai. Ensuite, elle se présente comme l'une des 4 personnes entraînées par le Koame Saek à manier la lance de la bête et exige qu'Ushio la lui remette. Quand Ushio refuse, elle lui remet les idées en place d'une méchante gifle et lui reproche toutes les tragédies causées par la lance de la bête, l'incident de Fusuma et même la mort de Jiro entre autres, tout cela à cause de son entraînement et de ses compétences martiales déplorables. Ushio sait bien qu'elle est juste jalouse, ayant passé sa vie à s'entraîner pour manier la lance, mais après avoir entendu combien de vies auraient été sauvées s'il avait mieux su manier la lance de la bête, il est dévasté et finit par lui donner la lance. Après avoir acquis la lance, Inoa donne un coup de poing sournois à Ushio dans le ventre et s'enfuit après avoir repéré plusieurs autres monstres yokai qui arrivent pour elle. Quand il se relève, Ushio envisage de se retirer. Mais comme c'est le genre de gars qui aime les défis, il décide de suivre Inoa et d'aller jusqu'au bout. Quelques instants plus tard, Inoa tombe nez à nez avec un monstre yokai dégoûtant et laid et commence à déblatérer des inepties pour activer le pouvoir de la lance. Quand la lance refuse de lui obéir, le yokai l'attaque et enroule ses monstres blancs microscopiques autour de la lance pour la détruire. Heureusement pour elle, avant qu'il ne la réduise en miettes, Ushio s'empare de la lance par derrière, se transforme en sa forme de samouraï aux longs cheveux et fonce pour anéantir le monstre entier. Après quelques minutes de combat, Ushio lance la lance vers Inoa pour la sauver et se fait capturer. Cependant, alors que le monstre est sur le point de lui faire du mal, Tora le libère de l'emprise du monstre et Ushio met fin à la bataille en coupant la tête du monstre. Après coup, Ushio tente d'engager la conversation avec Inoa, mais trop embarrassée, elle le reconnaît comme le porteur de la lance de la bête et s'en va, honteuse et déshonorée. Le lendemain matin, alors qu'Ushio et Tora se battent comme d'habitude, un beau motard blond nommé Nagare arrive avec sa moto et commence à se montrer étrange avec Ushio. Pour ne pas être impoli, Ushio le quitte poliment et continue de marcher vers la gare routière. Cependant, alors qu'ils approchent, plusieurs dizaines de petits monstres yokai possèdent le bus qu'Ushio prend pour aller chez son oncle, et Tora, remarquant que Nagare le fixe, quitte Ushio pour découvrir qui il est. Quand ils se rencontrent face à face, Nagare se présente correctement comme un autre des candidats entraînés à manier la lance de la bête et exprime son intérêt à combattre Tora. En tant que brute, Tora accepte volontiers un duel avec le gars et le combat, mais malheureusement, toutes ses attaques échouent à vaincre Nagare. En quelques secondes de combat, Nagare immobilise tous les membres de Tora avec ses pieux
pieux en bois magiquement améliorés et exige de savoir pourquoi Tora n'a pas encore massacré Ushio. En entendant cela, Tora refuse de parler, mais quand Nagar commence à raconter toute son histoire de vie de 2000 ans, Tora arrache ses membres des pieux et continue de se battre jusqu'à ce qu'il finisse par vaincre Nagar. La bataille est terminée, il rattache ses membres, explique à Nagar pourquoi il n'a pas encore tué Ushio, c'est parce qu'Ushio ne l'ennuie jamais et part à la recherche d'Ushio dont le bus est déjà parti. Pendant que Nagare le rejoint pour traquer le bus, les monstres yokai d'Akumen attaquant le chauffeur du bus d'Ushio, Ushio le remarque, surtout après que la lance de la bête résonne à la vue du danger, mais même après avoir sauvé le chauffeur d'une mort certaine, l'homme s'évanouit. Sans personne pour conduire le bus, il dérape et provoque la panique de tous les passagers. Au milieu du chaos, Ushio reste calme et tente d'arrêter le bus, mais les monstres yokai déchaînés lui rendent la tâche bien plus difficile. Juste au moment où il est sur le point d'abandonner, Nagare et Tora rattrapent le bus en pleine vitesse et pressent Ushio de les rejoindre pour abandonner les autres passagers. En homme de conscience, Ushio refuse de faire cela. Alors Nagare élabore un autre plan et commence par faire rassembler les passagers au centre du bus par Ushio. Une fois cela fait, il fait exploser les vitres avant et arrière du bus et demande à Tora de suspendre délicatement tous les passagers en l'air dans un nuage de son miasme. Ensuite, il crée une barrière spirituelle rectangulaire avec ses pieux en bois juste au milieu de la route et attrape finalement tous les passagers du bus. Après avoir sauvé les passagers, Nagar se tourne vers Ushio qui est actuellement retenu par les monstres yokai agaçants et lui dit d'arrêter le bus. C'est alors qu'il voit Ushio se laisser retenir par les yokai, il doute de ses pouvoirs et décide d'aller l'aider et avant qu'il n'agisse, Tora l'exhorte à laisser Ushio faire le travail. Et ce faisant, Nagare est témoin d'Ushio détruisant plus de 200 petits yokai d'un seul coup de la lance de la bête et de ses pouvoirs de foudre, ce qui fait finalement exploser ce qui reste du bus. À la suite de l'attaque, Ushio monte sur la moto de Nagar pour continuer le reste de son voyage. Cependant, en chemin, il se souvient soudain de l'état horrible dans lequel se trouvaient les passagers du bus juste après les avoir sauvés, et il commence à se sentir coupable. Peu de temps après, environ 5 motards en cuir rattrapent la moto de Nagar et le poursuivent jusqu'à ce qu'il s'arrête, tout ça juste pour l'interroger. Parmi les motards en cuir se trouve June, la sœur cadette du plus fort candidat de la secte Koam, Moritsuna. Elle informe Nagare que Moritsuna a disparu il y a 2 semaines, après avoir découvert qu'Ushio était surveillé comme le porteur de la lance de la bête. Elle lui demande s'il l'a revu. Nagare jure n'avoir rien vu, mais Moritsuna apparaît avec un monstre Haruko invoqué, capture Ushio et manipule le yokai pour qu'il aspire son énergie vitale. Moritsuna est d'habitude si calme et posé, alors ce comportement absurde ne passe pas du tout auprès de Nagare et June. Nagare tente de l'arrêter physiquement, mais quand ça ne marche pas, Tora sauve Ushio du Haruko et le pousse à en finir pour pouvoir enfin affronter Moritsuna. Cependant, alors que son combat avec Moritsuna est sur le point de commencer, June lui parle pour l'aider à se souvenir de qui il est. Et là, surprise, les yokai logés dans son lobe olfactif qui le contrôlait rencontrent de sérieuses erreurs de syntaxe. Pour éviter de perdre totalement le contrôle de Moritsuna en plein combat, les monstres yokai et son propre cerveau le forcent à se retirer vers un lac, histoire de le rebooter et reprendre le dessus. Pendant ce temps, Ushio se place devant un miroir et appelle le vieux Unga, le yokai miroir de la forêt de Kamitachi. Il lui demande de connecter son miroir au chef des yokai de la forêt de Tono, histoire de lui soutirer le remède au contrôle mental de Moritsuna. Une fois la connexion établie, Ushio discute du problème avec le chef des yokai. Ce dernier lui explique qu'il ne peut sauver Moritsuna qu'en risquant toute son humanité, en se réduisant à une version microscopique de lui-même avec la lance de la bête. Ainsi, il pourra infiltrer le cerveau de Moritsuna et détruire les yokai de l'intérieur. Cela dit, le chef yokai mentionne ensuite les risques liés à cette procédure. Ushio pourrait se transformer en un yokai monstrueux, mais Ushio reste imperturbable, comme si de rien n'était, et met fin à la réunion. Plus tard, cette nuit-là, Ushio apprend un incident survenu entre June et son grand frère quand ils étaient plus jeunes. Pour faire court, Moritsuna, né avec une force incroyable, a un jour sauvé sa sœur d'un horrible yokai. Mais même après ça, June ne l'a pas remercié, trouvant son visage trop effrayant, et elle le regrette amèrement depuis. Pendant qu'il continue de papoter, Moritsuna apparaît soudainement. Cette fois, il attaque encore plus fort, mais s'affaiblit considérablement chaque fois que June prononce son nom. Après avoir tant souffert des mots de June, les yokai dans sa tête tentent de forcer Moritsuna à tuer sa propre sœur. Heureusement, avant que l'irréparable ne se produise, Ushio lui arrache le couteau des mains et Moritsuna retrouve enfin ses esprits. Cependant, pour éviter de se transformer à nouveau en ce genre de monstre, il se jette de la falaise pour mettre fin à ses jours. Ayant pitié du pauvre gars, Ushio rattrape Moritsuna juste avant qu'il ne touche le sol et ramène son corps inconscient. Pendant que June et les autres s'occupent de lui, il dit à Nagar qu'il est prêt à risquer de se transformer en bête
bête juste pour sauver Moritsuna. Nagare essaie de l'arrêter, mais voyant la détermination extrême d'Ushio à tout faire pour son ami, il le laisse finalement faire. Après la réunion, le vieux Unga apparaît dans un rétroviseur de moto, réprimande un peu Ushio d'avoir persisté et lui envoie un yokai vert, moche, genre Pokémon, nommé Izuna pour le guider, un vrai cadeau. À son arrivée, Izuna se comporte comme un maniaque du contrôle, se prenant pour le chef, mais Ushio l'ignore royalement, se rétrécit, ainsi que Tora et Izuna, et infiltre le corps de Moritsuna par ses doigts. Cependant, dès qu'ils sont à l'intérieur, une petite armée de yokai de Hakuman les attaque, mais Ushio et ses potes les repoussent sans problème. Peu de temps après, un autre yokai les ligote avec les vaisseaux sanguins de Moritsuna. Ushio et ses potes, Weiches et Kallot, se débattent pour se libérer. Pendant ce temps, le corps physique de Moritsuna tremble vigoureusement dans le monde réel. Alors Nagare et les autres le maintiennent de toute leur force pour le protéger. Pendant ce temps, Ushio contrôle la lance de la bête à main nue et poignarde le yokai, le ligotant à la tête, puis il l'exorcise et soudain, d'étranges parasites, comme des sangsues, commencent à pousser sur son corps. Charmant. Voyant cela, Ushio réalise qu'il perd lentement son humanité pour devenir une bête, mais même ainsi, il refuse catégoriquement d'abandonner sa mission. Dans les minutes qui suivent, le trio atteint la colonne vertébrale de Moritsuna et remonte l'épine dorsale pour atteindre le cerveau. Autour de sa nuque, il rencontre un nombre dégoûtant de monstres qui grouillent, mais au moment où ces yokai repèrent Ushio, ils forcent Moritsuna à se tenir droit et à repousser quiconque tenterait de s'approcher de son corps. Refusant de laisser partir son frère, Jun s'accroche à Moritsuna et envoie inconsciemment de l'énergie dans son corps. Au moment où Ushio remarque cette énergie, il devient fou furieux et exorcise tous les yokai qui grouillent dans cette zone. Peu de temps après, les parasites sur son corps grossissent encore plus et le grand chef des yokai contrôlant Moritsuna, Shiba, se pointe pour dire bonjour. Ushio se précipite immédiatement pour l'affronter, mais après avoir vu à quel point ce garce est fort, il arrête de se battre et demande à Shiba de lui révéler le véritable plan de Hakumen. À ce moment-là, Shiba conjure un hologramme de son chef, et Ushio voit Hakumen souhaiter la mort de toutes les choses vivantes, humains et yokai confondus. Son corps entier se raidit, Ushio est incapable de bouger, Shiba se jette sur lui pour l'achever. Au moment où il est sur le point de le poignarder, Izuna, à la surprise générale, s'interpose et prend le coup à la place d'Ushio. Ushio est dévasté alors qu'Izuna lui dit de vider son historique de navigation car il risque de ne pas s'en sortir. Mais juste avant de mourir, Shiba attaque de nouveau et Ushio riposte pour le tenir occupé. Peu de temps après, Tora les rejoint et pendant qu'Ushio combat Shiba, Izuna le presse de dire à Jun de concentrer sa volonté et d'envoyer son énergie dans les yeux de Moritsuna. Après avoir transmis le message, Tora et Ushio s'efforcent d'attirer Shiba vers les yeux de Moritsuna, tandis que Jun s'expose et concentre son regard sur ces mêmes yeux. Une fois arrivé, Shiba comprend leur plan et tente de retourner au cerveau. Juste à ce moment-là, Izuna apparaît, prêt à se sacrifier, et le repousse dans le regard de Jun. Quand Ushio réalise qu'Izuna est sur le point de se sacrifier, il tire plus de puissance de la lance de la bête, arrache Izuna à Shiba, et poignarde Shiba avec la lance de la bête juste au moment où l'énergie de Jun le frappe de plein fouet. En quelques secondes, Shiba meurt, et Tora attrape Ushio et Izuna pour les sortir du danger. Peu de temps après, Moritsuna retrouve ses esprits et se réveille avec un sourire. Cependant, quand il découvre jusqu'où Ushio est allé pour le sauver, il réalise à quel point il est insignifiant et se met à pleurer. À travers l'une de ses larmes, Ushio, Izuna et Tora retournent dans le monde réel et Nagare est fou de joie en apercevant Ushio. Malheureusement, juste au moment où ils pensaient tous être tirés d'affaire, Ushio perd soudainement toute son humanité et se transforme en une bête yokai monstrueuse. Pendant ce temps, une mystérieuse femme fantôme chinoise, connue sous le nom de Mei ou la fondatrice, apparaît à Oyakumei et à ses collègues anciens au quartier général de Koamei et les informe de l'état d'Ushio. Naturellement, le sauver devrait être impossible, mais Mei dit à Oyakumei qu'Ushio pourrait survivre si les filles de sa vie peuvent peigner ses longs cheveux avec le peigne que sa mère lui a légué. Oyakumei accepte sans hésiter d'aider. Cela dit, Mei part discuter avec les filles de la vie d'Ushio et Oyakumei invoque le plus puissant mystique qu'ils aient, Shigure, pour aller sauver Ushio et Hokkaido. Le lendemain, Mei rencontre Yu, Saya, Reiko, Asako et Mayuko dans leurs maisons respectives et leur explique l'urgence de la situation d'Ushio. Ensuite, elle leur parle du peigne qu'Ushio porte toujours en souvenir de sa mère et ajoute que s'ils veulent le sauver, elles doivent toutes utiliser ce peigne spécifique pour arracher quelques mèches de ses longs cheveux de samouraï. En entendant cela, les 5 filles acceptent toutes d'aider, mais bien qu'énervée qu'Ushio n'ait jamais partagé sa vie secrète avec elle, Asako garde son calme et monte dans un avion pour Asaikawa avec les autres. Quelques heures plus tard, pendant qu'Ushio se dirige vers Asaikawa, les 5 filles arrivent à l'aéroport et partent avec Shigure dans un hélicoptère privé pour atteindre la position d'Ushio au plus vite. À ce moment-là, Nagare, Jun et Moritsuna apprennent de Inoa qu'Ushio se dirige actuellement vers une grotte interdite à Asaikawa, à moins qu'il ne soit le véritable porteur de la lance, celui qui peut tout anéantir. Si Ushio entre dans cette grotte, il y a de fortes chances qu'il n'en ressorte pas vivant. Pendant que Jun et les autres digèrent cette information, l'inconscient d'Ushio est vu luttant pour reprendre le contrôle total de son corps, alors que la lance de la bête prend de force le contrôle de ses fonctions motrices.
Pendant qu'il continue de courir vers un endroit qu'il appelle Kamui-Kotan, Akumen mobilise chaque yokai de son armée pour poursuivre Ushio afin de le détruire, lui et la lance de la bête. Quelques instants avant que le chaos ne commence, l'inconscient d'Ushio aperçoit un forgeron en colère à l'intérieur de son corps, saignant abondamment alors qu'il forge la lance de la bête et crache du feu par la bouche. Tandis qu'il observe le travail du fou, Shigure rassemble tout le monde, les 5 filles, Inoa, Jun, Nagar et Moritsuna et quelques autres motards, et les informe des détails de leur mission. Peu de temps après, ils aperçoivent l'armée yokai de Hakumen voler en direction d'Ushio. Shigure ordonne à Inoa et Jun de rester et de protéger les filles, tandis que Tora et Izuna traquent Ushio et lui récupèrent le peigne. Une fois cela réglé, il donne aux filles un dernier discours d'encouragement, puis part avec Moritsuna, Nagarer et les autres motards pour jeter une barrière quadridirectionnelle autour de la montagne afin de tenir l'armée yokai à distance. Peu de temps après, Tora et Izuna récupèrent le peigne de Sumako des poches d'Ushio et l'attirent vers les 5 filles. Pendant que Shigure et les autres mystiques jettent la barrière, Tora et Izuna s'approchent des filles et donnent à Reiko le peigne de Sumako, qu'elle utilise finalement pour peigner quelques mèches de ses longs cheveux. Suite à cela, Ushio blesse Asako en fonçant sur les autres filles devant et continue de courir vers Asaikawa. Cependant, avant qu'il n'aille loin, Inoa le piège dans une barrière verte très puissante et dit à la prochaine de vite peigner ses cheveux avant qu'Ushio ne s'échappe. Saya, une femme aux cheveux blancs, récupère le peigne de Reiko, se fraye un chemin à travers la dangereuse barrière de Inoa et peigne une autre petite mèche de ses cheveux. À ce stade, Ushio s'irrite, se libère de la barrière de Inoa et part à la poursuite du peigne qui est maintenant entre les mains de Mayuko. Heureusement pour Mayuko, juste au moment où il est sur le point de l'atteindre, Tora frappe l'Ushio bestial avec des éclairs et éloigne Mayuko et Saya d'Ushio. Ses cibles ayant disparu, Ushio tourne son regard vers Inoa qui est maintenant à court d'énergie et charge sur elle pour l'achever. Sentant le danger, Jun le piège rapidement dans une autre barrière, sauvant Inoa puis passe le peigne à Yu. Peu après, Yu traverse le pont fragile en courant, peigne une autre mèche des cheveux d'Ushio, et pendant qu'Ushio se retire dans les bois, passe le peigne à Mayuko. Quelques instants plus tard, alors qu'ils essaient de comprendre où Ushio est allé, Mei apparaît et les conduit tous à la grotte où Ushio est probablement. En chemin, Tora lui demande pourquoi la lance de la bête est si attirée par cette grotte et Mei lui dit que c'est parce qu'il y a un morceau du corps de Hakumen no Mano, le plus grand ennemi de la lance, à l'intérieur. En quelques minutes, ils arrivent à l'entrée de la grotte et Mayuko se précipite pour remplir sa part du marché. Juste à ce moment-là, Ushio apparaît, l'air hagard et pathétique, et attaque Mayuko sans aucune discrétion. Mayuko bloque son attaque avec le pouvoir du peigne, mais le recul la pousse de la falaise voisine. Heureusement, alors qu'elle est sur le point de tomber et de mourir, Tora la porte et la ramène à Ushio pour l'inciter à les affronter. Au moment où Shigure et Moritsuna et les autres n'ont plus de chi pour maintenir leur barrière quadridirectionnelle, Ushio mord à l'hameçon de Tora et le poignarde à la poitrine avec la lance de la bête. Maintenant qu'Ushio est près de lui, Tora l'attrape, le tire plus près de lui et de Mayuko, insulte le minable pathétique à l'intérieur d'Ushio et donne à Mayuko assez de temps pour peigner une autre mèche de ses cheveux. Après avoir fait cela, Mayuko donne le peigne à Asako pour qu'elle fasse sa part. Mais avant même qu'elle ne s'approche d'Ushio, l'armée yokai de Hakumen charge vers eux. Heureusement, juste au moment où ils sont sur le point d'atteindre la lance de la bête, il apparaît de nulle part, jette une barrière entourant cette parcelle de terre avec ses talismans et achète à Asako 3 minutes de plus pour faire le travail. Pendant ce temps, Ushio retrouve une petite partie de lui-même et se plaint de la douleur qu'il ressent à Asako. Ayant pitié du pauvre gars, Asako pleure toutes les larmes de son corps, l'insulte encore plus et finit par peigner une autre mèche de ses cheveux. À ce stade, la lance de la bête essaie désespérément de faire entrer Ushio dans cette grotte alors qu'elle perd lentement le contrôle sur lui, mais Asako risque tout et pousse Ushio de la falaise. Heureusement, alors qu'ils sont sur le point de toucher le sol, Ushio retrouve enfin toutes les fonctions motrices de son corps et les ramène tous les deux à la surface en un seul morceau. Quelques secondes plus tard, quand les monstres yokai franchissent la barrière de Hug, Ushio et Tora se lancent dans une frénésie meurtrière et détruisent chaque monstre yokai de l'armée de Hakumen d'un seul coup de foudre. Au lendemain de l'attaque, Ushio est fatigué par l'épuisement, mais pendant que les filles se rassemblent autour de lui, il commence à les draguer lourdement, espérant qu'elles le laisseront conclure un jour. Après sa session de drague, Ushio et Tora entrent dans la grotte pour en savoir plus sur l'histoire de Hakumen, tandis qu'Asako et les filles rentrent chez elles pour faire la fête. Après une heure de marche, Ushio et Tora trouvent un étrange temple en plein milieu de nulle part. Alors qu'ils s'arrêtent pour observer l'endroit, la lance de la bête résonne soudainement avec violence, alors Ushio se transforme en mode samouraï et entre prudemment avec Tora. Bientôt, ils entrent dans une étrange pièce décorée de centaines de bougies allumées et aperçoivent le plus grand fragment du corps de Hakumen logé dans le mur. Pensant que le fragment était inerte, Ushio s'en approche pour l'observer. Cependant, quand le fragment l'attaque, il manque de faire pipi dans sa culotte de pure terreur. Quelques secondes plus tard, un monstre genre Smeagol, nommé Tokisaka, surgit d'un portail au milieu
milieu de la pièce se présente comme un monstre qui voyage dans le temps et décide de ramener Ushio et Tora à une époque avant la création de la lance de la bête, soit environ 2000 ans auparavant. Cependant, avant de faire cela, Tokisaka raconte au duo comment les fragments du corps de Hakumen ont été dispersés à travers le Japon, et ajoute également comment les yokai ont traqué et détruit les fragments pour ne laisser que le plus grand dans cette grotte. Quand Ushio demande pourquoi les humains et les yokai n'ont pas détruit le corps principal de Hakumen, Tokisaka répond que c'était parce qu'ils n'avaient pas la lance de la bête, la seule arme assez puissante pour tuer le monstre. Après avoir cherché la lance pendant des siècles, sans succès, Tokisaka dit qu'une humaine nommée Yuki, qui prétendait être la réincarnation de Mei, a jeté la barrière pour surveiller Hakumen no Mano pour une raison inconnue. À ce stade de la narration, le cerveau d'Ushio manque de RAM pour traiter toutes ces informations. Alors, pour les aider à mieux comprendre l'histoire, Tokisaka les téléporte dans la capitale de la Chine il y a 2000 ans et les y laisse pour qu'ils vivent toute l'expérience par eux-mêmes. Peu de temps après leur arrivée, une fille ressemblant exactement à Mayuko apparaît et exprime à quel point elle est contente qu'Ushio ne soit pas un yokai, surtout après l'avoir vu tomber de nulle part. Pour éviter de se démasquer, Ushio se lie rapidement d'amitié avec la fille qui se nomme Jemei, pendant que Tora, invisible pour Mei, manque de s'évanouir à cause de la forte odeur de miasme maléfique qui emplit le palais. Juste à ce moment-là, quelques monstres yokai surgissent du sol et les attaquent, mais quand Ushio et Tora les éliminent facilement, Mei traîne Ushio chez elle pour le remercier comme il se doit de l'avoir sauvé. Quelques instants plus tard, après avoir donné à Ushio des vêtements de rechange, la mère de Mei lui raconte un peu l'histoire de cette bête dangereuse. Il s'avère que Hakumen no Mano a infiltré le palais du roi actuel déguisé en concubine, tout ça juste pour le rendre fou. Quand le roi l'a découvert, il a ordonné l'exécution d'environ 80 de ses concubines et a finalement décidé de créer une épée sacrée assez puissante pour vaincre le monstre. Pour ce faire, il a convoqué tous les forgerons de la capitale et a promis une immense richesse à quiconque serait capable de forger une épée sacrée assez puissante pour détruire le monstre caché dans son palais. Depuis que ce décret a été promulgué, Mei dit que son père travaille jour et nuit pour forger une telle épée, mais toujours sans succès. À la tombée de la nuit, le père de Mei rentre de son atelier et a une petite discussion agréable avec sa famille et Ushio. Peu de temps après, le frère aîné de Mei, Jiryu, qu'Ushio reconnaît comme le fou forgeant la lance de la bête dans son subconscient, revient de l'un de ses cours de forge d'épée et dit à son père que Hakumen no Mano a déjà infiltré leur royaume. En entendant cela, le père de Mei retourne immédiatement à l'atelier et travaille toute la nuit aux côtés de Jiryu pour tenter de forger une autre épée sacrée. Mais malheureusement, au matin, il échoue de nouveau. Juste au moment où il est sur le point d'abandonner, Jiryu parle à son père d'un art sombre qu'il a appris dans l'un de ses cours. S'il a raison, mélanger des cheveux de femme au métal utilisé pour forger l'épée sacrée devrait donner à l'épée assez de durabilité pour percer la peau de Hakumen. Avec cela en tête, le père recueille quelques mèches de cheveux de sa femme et travaille sans relâche pendant 4 jours jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à forger une épée sacrée décente. Peu de temps après, eux, aux côtés de plusieurs autres forgerons, se rassemblent au palais pour présenter leurs épées au roi. Cependant, avant que la présentation ne commence, Hakumen no Mano, toujours déguisé en concubine, révèle sa véritable identité et massacre chaque forgeron du palais, y compris les parents de Mei et Jiryu. Suite à cela, il se précipite vers Jiryu et Mei pour les achever, mais Ushio s'interpose entre eux pour l'affronter. Cependant, au moment où Hakumen croise son regard, le corps d'Ushio se fige, raide alors qu'il tremble sous la présence écrasante de la bête. Ushio étant incapable de bouger, Hakumen lui tire un rayon de plasma pour l'éliminer, mais quand Tora le bloque, il s'envole hors du palais, bombarde toutes les maisons de la capitale et s'échappe. Suite à cette malheureuse tragédie, Ushio retourne chez Mei et Jiryu et pleure la perte de leurs parents. À la tombée de la nuit, il trouve Jiryu saignant abondamment alors qu'il frappe un morceau de minerai de fer dans l'atelier de son père et réalise que Jiryu gère sa culpabilité de survivant. Cependant, puisque Jiryu est toujours destiné à créer la lance de la bête, Ushio l'empêche de se briser ses précieuses mains et lui assure que tout ira bien. Heureusement, Jiryu le croit, mais juste après s'être calmé, il dit à Ushio qu'il y a une autre façon de forger une épée sacrée qui pourrait fonctionner en utilisant la magie noire. Cependant, pour ce faire, Jiryu dit à Ushio qu'il devrait sacrifier quelqu'un de proche et le fusionner avec le métal en fusion dans la fournaise afin de forger une épée avec leur esprit vivant à l'intérieur. Puisqu'il a déjà perdu 2 membres de sa famille, Jiryu n'est pas vraiment sûr d'être prêt à perdre quelqu'un d'autre. Juste à ce moment-là, Mei, qui se trouvait à écouter leur conversation, apparaît, dit ses adieux à son frère et à Ushio et tombe dans la fournaise pour se mélanger au métal en fusion. Ushio et Jiryu font de leur mieux pour rattraper Mei avant qu'elle ne se sacrifie, mais malheureusement, il est déjà trop tard, Mei a disparu. Enragé par le sacrifice de sa sœur, Jiryu se maudit pour devenir un Oni et passe le reste de la nuit à forger la lance de la bête. À ce moment-là, Ushio tente de l'aider,
mais Tora lui conseille de laisser Jiryu tranquille et de veiller sur lui jusqu'à la fin. Quelques heures plus tard, Jiryu achève la forge, fusionne son esprit avec la lance de la bête, ne faisant qu'un avec elle, et la confie à la lignée Otsuki, le nom de famille d'Ushio. Ensuite, elle s'envole pour chasser Hakumen no Mono, laissant Ushio derrière. Tandis qu'Ushio réfléchit à la suite, l'esprit de Mei apparaît aux côtés de Tokisaka et emmène Ushio et Tora à travers les 1000 prochaines années pour leur faire comprendre le reste de l'histoire. Apparemment, après avoir chassé Hakumen pendant des siècles sans succès, la lance de la bête s'est irritée et a commencé à détruire les yokai sans distinction partout où elle passait. C'est alors que les yokai de Shin se sont unis pour la maîtriser. Et après une longue et sanglante bataille, ils n'ont réussi à la capturer qu'en transformant une bonne partie d'entre eux en tissu rouge pour envelopper le manche et la sceller. Pendant ce temps, Mei raconte qu'elle a poursuivi Hakumen, espérant le détruire avant que l'esprit de son frère ne meure avec lui. Cependant, lorsqu'elle a découvert qu'Hakumen avait déjà traversé le Japon, elle s'est réincarnée en une japonaise nommée Yuki et a vécu quelques décennies en tant qu'humaine jusqu'à ce qu'elle rencontre à nouveau Hakumen no Mono. Après la grande guerre entre le monstre et les humains, Mei a traqué Hakumen jusqu'à son lieu de repos et l'a trouvé en train de fusionner avec les plaques tectoniques qui maintiennent le Japon à flot. Si, par malheur, l'armée yokai du Japon atteignait cet endroit et arrachait Hakumen de force, les plaques tectoniques du Japon se déplaceraient et le pays entier sombrerait dans la mer. Pour éviter cela, Mei a fait en sorte que Yuki érige une puissante barrière pour éloigner l'armée yokai d'Hakumen, mais comme les yokai de l'époque étaient plus bêtes que leurs pieds, ils la détestaient pour ça. Pendant des années, Mei a maintenu la barrière grâce à Yuki. Mais quand les forces de Yuki ont commencé à la trahir, Mei s'est réincarnée à nouveau en Asaki Mikado et a continué à maintenir la barrière. 300 ans plus tard, Mikado a vieilli et Mei est passée à la personne suivante dans la lignée, Sumako Asaki, qui est ensuite devenue Sumako Aotsuki. À ce stade de l'histoire, Tora demande à Mei comment Ushio est né si Sumako a passé la majeure partie de sa vie sous la mer à maintenir la barrière. Et Mei leur raconte que tout a commencé un jour où Sumako a rêvé d'épouser un bel homme et de donner naissance à un garçon fort, qui est finalement devenu le porteur de la lance de la bête. En entendant cela, Mei a vu du potentiel dans ce rêve. Alors, après avoir découvert que le garçon s'appellerait Ushio, elle a envoyé Sumako dans le monde des mortels pendant 2 ans, et le reste c'est de l'histoire ancienne. L'histoire touchant à sa fin, Tokisaka et Mei encouragent Ushio à ne pas perdre courage, surtout maintenant qu'il n'y a plus de retour en arrière possible, et disparaissent dans le royaume des esprits pour continuer à se la couler douce. À peu près au même moment, un monstre yokai, genre Shrek en version cheap, repère une mystérieuse gothique fouillant son repère spirituel à la recherche de la lance de la bête et l'attaque. Imperturbable, la gothique le massacre, mais ce faisant, elle se révèle être une entité bien plus puissante que la lance de la bête, puis s'en va une fois sa besogne accomplie. Le lendemain, il retourne à l'école et profite d'une autre journée normale sans monstre ni apparition mystérieuse. Cependant, sur le chemin du retour, il sauve un jeune loser en quête d'attention nommé Kiryo du fameux Truck Kun et découvre vite que le gars le connaît en fait. Pour éviter d'ajouter à ses problèmes, Ushio ignore simplement le type. Cependant, une fois rentré chez lui, il demande à Tora s'il a remarqué quelque chose d'étrange chez Kiryo, et Tora lui répond qu'il a senti une arme similaire à la lance de la bête, appelée la faux d'Elzar, dans son sac à dos. Curieux, Ushio réfléchit intensément pour savoir qui pouvait bien être ce type, mais à ce moment-là, Kiryo apparaît soudainement avec son yokai insecte de compagnie Kyuin et commence à affirmer être le véritable héritier de la lance de la bête. Plus tard, cette nuit-là, Oyakumei rencontre Shigurei au temple de la secte Kohomei et le harcèle pour qu'il lui amène Ushio afin qu'elle puisse au moins le voir une fois avant de mourir. En entendant cela, Nijira et Shigurei tentent de la dissuader d'être pessimiste, mais à ce moment précis, un morceau vivant du corps d'Hakumen, manifesté en un yokai distinct, apparaît dans le ciel nocturne du quartier général et attaque le temple. Au début, Shigur et les autres mystiques tiennent bon, mais dès que le monstre yokai commence à leur botter les fesses, Shigur retourne en vitesse chez lui, blessé, et ramène Ushio et Kiryo sur le champ de bataille pour les aider. Quelques instants plus tard, alors que Shigure et son fils arrivent au temple, Ninjira et les mystiques immobilisent le monstre yokai avec la formation de la pleine lune afin que Shigure puisse faire entrer Ushio pour voir Oyakume. Sans perdre de temps, Shigur conduit Ushio aux appartements d'Oyakume et le laisse là avec la vieille femme pour la rencontrer. Après les politesses d'usage, Ushio et Oyakume discutent conjointement comme de vieux amis, et Oyakume se remémore à quel point sa vie était belle avant qu'elle ne soit contrainte à l'esclavage en tant que gardienne de la barrière. Alors que leur conversation touche à sa fin, le bâtiment tremble et Ushio se lève et part aider les autres dehors. Tandis que le yokai d'Hakumen brise lentement la barrière qui le retient, Kiryo demande à Kyuin d'occuper Tora pour qu'il puisse détruire le monstre et s'attribuer toute la gloire. Cependant, avant qu'il n'ait son moment de gloire, Ushio apparaît pour attaquer le yokai, mais le monstre le repousse violemment et continue d'attaquer tout le monde. Pourtant, juste au moment où il s'apprête à massacrer Ushio, Oyakume apparaît et lance une barrière très puissante pour bloquer le monstre. Voyant cela, le monstre commence à insulter la vieille femme, mais quand Oyakume se révèle être la tristement célèbre Mikado Izaki, le monstre comprend
qu'il est cuit. Malgré tout, il attaque la barrière d'Oyakumei, pensant que son corps frêle la trahirait. Mais finalement, Oyakumei le pétrifie avec le dernier souffle de force de son corps. Au lendemain du combat, Oyakumei s'effondre. Mais tandis qu'Ushio se précipite pour la secourir, Kiryu s'avance et détruit le monstre déjà pétrifié afin que tout le monde pense que c'est lui qui a porté le coup fatal. Peu après, Oyakumei meurt d'avoir abusé de ses pouvoirs, mais Kiryu, qui s'en fiche royalement, rencontre Shigurei et Najira et condamne la compétence d'Ushio en tant que porteur de la lance de la bête. Quand Shigurei tente de le réprimander pour son impolitesse, Najira l'arrête et emmène plutôt Kiryu pour l'interroger. Quelques jours plus tard, Shigurei rencontre Ninjira pour discuter de la nuisance que l'agaçant morveux de Kiryu cause à leur secte. Il s'avère que, depuis que Kiryu a porté le coup de grâce, il a réussi à convaincre quelques moines décérébrés du temple que la lance de la bête est désormais totalement inutile et que sa faux d'Elzar est la seule chose capable de tuer Akumen no Mono. Quand Najira entend cela, il exprime sa déception et exhorte Shigurei à essayer de couper court à ce problème avant que Kiryu ne finisse par provoquer un conflit interne. Malheureusement, au moment où Shigurei se met au travail, Kiryu apparaît chez Ushio avec une petite armée de 10 moines et le piège dans une barrière pour lui prendre de force la lance de la bête. Tandis que Kiryu révèle son véritable plan de destruction de la lance de la bête, Ushio se libère de la barrière et tabasse les moines. Malheureusement, avant qu'il ne puisse s'échapper, Kiryu sort quelques mètres du tissu yokai spirituel rouge, y attache la lance, la prend de force à Ushio puis s'en va. Plus tard cette nuit-là, Tora rencontre Nagare sur la route alors que ce dernier se rend chez Ushio pour le prévenir à propos de Kiryu, et le duo a une agréable discussion sur la ressemblance de Tora avec Ushio. Cependant, lorsqu'ils arrivent chez Ushio et voient les conséquences du combat de Kiryu, Nagare comprend instantanément où Kiryu pourrait aller ensuite, alors il remonte sur sa moto et s'y rend. De retour au temple de la secte Kohamei, Najira et quelques autres anciens tiennent une réunion pour essayer de raisonner certains jeunes moines quand soudain, Ushio apparaît et rapporte le crime de Kiryu. En entendant tout ce que Kiryu a fait, Najira appelle Ushio à part et lui raconte toute l'histoire des origines de Kiryu. Tout a commencé il y a 16 ans avec un homme nommé Inasa, qui non seulement est devenu un maître de haut niveau, mais a aussi élevé Kiryu. Pendant une période où personne ne pouvait manier la lance de la bête, Inasa, en tant que maître chercheur en instruments de combat sacrés, fut chargé de créer un instrument pour soutenir la lance de la bête, et il accepta. Malheureusement, avec le temps, il est devenu fou, a quitté le temple et a commencé à pratiquer la magie noire en secret, tout cela juste pour créer une arme qui surpasserait la lance de la bête. Puis, il y a 2 ans, l'homme hagard est revenu au temple avec une étrange faux et le jeune Kiryu. Voyant la puissance de la faux, les anciens ont bêtement fait de Kiryu un candidat pour la lance de la bête, pour finalement réaliser que Kiryu n'est qu'un avide de pouvoir en quête d'attention. Maintenant qu'ils ont reconnu leur folie, Nigira supplie Ushio de récupérer la lance de la bête avant que Kiryu ne la détruise, et Ushio s'exécute. Ailleurs, Nagar et Tora arrivent à la maison des murmures, là où Kiryu est né et a grandi, et explorent en cet endroit sinistre à la recherche d'indices sur la présence du sale gosse. Peu de temps après, ils tombent sur d'horribles monstres chimériques cherchant à dévorer des humains et se frayent un chemin à travers eux pour atteindre la cachette de Kiryu. Quelques minutes plus tard, alors qu'Inoa et Ushio arrivent à la maison sinistre, Nagare et Tora trouvent une armurerie remplie de fausses faux d'Elzar et s'arrêtent pour se demander pourquoi Kiryu est le seul à porter la faux spéciale. Alors qu'ils continuent d'explorer l'armurerie, Nagar repère une petite fissure dans une partie du mur qui mène à une pièce secrète et demande à Tora de l'ouvrir de force. À l'intérieur, il trouve le cadavre démoniaque d'Inasa assis sur une chaise et sont bientôt attaqués par un golem caché. Au même moment, Ushio et Hinoa trouvent le journal éparpillé d'Inasa et apprennent qu'il a créé Kyuin par des expériences dangereuses, mais qu'il avait encore besoin d'aide pour achever la faux et une chose qu'il appelait Materia. Finalement, Tawako, l'étrange gothique de tout à l'heure, est apparue et l'a aidé à forger la première faux d'Elzar en utilisant la magie noire. Ensuite, elle avoue vouloir que la lance de la bête soit détruite et explique à Inasa comment la sceller définitivement en l'attachant avec le tissu rouge, puis en l'enterrant dans du béton, du plomb fondu et du mercure. Réalisant le danger, Inoa et Ushio rejoignent rapidement Nagare et Tora et combattent le monstre gardant la pièce secrète de Kiryu. Au milieu de la pagaille, Ushio apprend la vérité finale du journal. Kiryu a été créé artificiellement par Tawako, comme la matéria ultime pour manier la faux d'Elzar. Cette nouvelle le choque profondément, mais comme il manque déjà de temps, il quitte Hinoa et Nagar et court vers le hall est pour arrêter Kiryu. À peu près au même moment, Kiryu le repère. Alors, pour gagner du temps, il envoie Kyuin les rencontrer dehors et l'occuper. Peu après, Kyuin affronte Tora et Ushio et les rabroue pour être de si faibles et impuissants imbéciles. Irrités, Ushio et Tora tentent de battre l'agaçante chimère, mais Kyuin transperce Tora de partout avec ses pointes souterraines et le cloue au sol. À ce moment-là, Tora envisage d'accepter la défaite, mais quand l'horrible insecte l'insulte et le met encore plus en rage, il en a marre et décide de riposter. En quelques secondes, il brise les pointes de Kyuin, dénigre le maître pathétique de Kyuin, Kiryu, et le tient occupé pendant qu'Ushio avance pour atteindre Kiryu. Une fois à l'intérieur du hall est, Ushio
Ushio aperçoit Kiryu et son armée de moines ratés, tous brandissant les faux d'Elzar, tandis que la lance de la bête est suspendue au-dessus de la grande boîte de béton et tente de les attaquer, mais Kiryu le met à terre. Ensuite, il fixe sa mère, qui s'avère être la dérangée Tawako, et l'écoute jouer une sombre mélodie pour la lance. Une fois qu'elle a fini, elle libère la lance de la bête dans le béton fondu, et Ushio, qui la reconnaît du journal d'Inasa, saute après la lance, seulement pour réaliser qu'il est déjà trop tard. Peu après, les moines suivant Kiryu l'interrogent sur cette méchante gothique dont il ne leur a jamais parlé. Cependant, alors que Kiryu commence à inventer des mensonges pour les manipuler davantage, Shigure est surgi de nulle part et leur révèle que Tawako est une servante d'Akumen qui a œuvré en coulisses pour manipuler les événements, tout ça pour tromper les pauvres humains et les pousser à détruire eux-mêmes la lance de la bête. Comme prévu, personne ne le croit au début, mais quand Shigure la démasque physiquement comme la chienne de Akumen, Kiryu et sa bande de stupides admirateurs se figent de choc. N'ayant plus rien à cacher, Tawako donne une claque à Kiryu pour avoir été un si bon garçon, jette Ushio dans la boîte de béton quand il essaie d'invoquer la lance et se lance dans une frénésie meurtrière. Cependant, juste au moment où Ushio est sur le point d'accepter la défaite, l'esprit de Jiryu lui apparaît soudainement du monde des morts et lui offre la chance de sacrifier une petite partie de son âme pour récupérer la lance de la bête. Ushio considère tous les risques liés à cette décision, mais quand il réalise à quel point il sera plus fort avec la lance de la bête, il vend son âme et finit par récupérer la lance de la bête de la boîte de béton. Irrité, Tawako tente de l'attaquer, mais après qu'Ushio se soit défendu contre ses attaques, elle invoque son golem et le fait prendre Nagare et Inoa en otage. À ce moment-là, Inoa et Nagare étaient assez affaiblis par leur précédent combat. Alors, Tawako marchant de leur vie contre la lance, tandis qu'Ushio envisage d'accepter le marché, Nagare et Inoa récitent une technique d'autodestruction et expliquent à Ushio comment vaincre le golem. Refusant de les laisser mourir, Ushio incite Tawako à lui tirer un rayon de feu dessus. Et quand elle le fait, il le bloque, détruit le golem et sauve Nagare et Inoa. Réalisant à quel point elle est impuissante face à la lance de la bête, Tawako rampe vers Kiryu, s'excuse pour son langage de tout à l'heure et lui demande sans vergogne de l'aider à la sauver d'Ushio. En tant que petit morveux effrayé et délirant qu'il est, Kiryu croit Tawako et attaque Ushio violemment. Cependant, lorsque Tawako tente de s'échapper de la salle et échoue, elle trahit à nouveau la confiance de Kiryu et tente d'assassiner tout le monde dans la salle, y compris Shigure. À ce moment-là, Kiryu en a marre. Alors, avant que Tawako ne détruise tout le monde, il la poignarde dans le dos avec la faux et la regarde partir en fumée. Après, le pauvre gars devient fou, mais Ushio lui remet les idées en place et lui dit de grandir un peu bon sang. Quelques secondes plus tard, quand Kiryu commence lentement à voir la vérité d'Ushio, il se lève et part trouver son chemin. Quelques jours plus tard, Ushio mange un burrito de trop chez Taco Bell et transforme ses toilettes en véritable scène de crime. Alors que les gaz toxiques envahissent la maison, Tora s'envole pour sa propre sécurité et décide de rendre visite à Mayuko afin qu'Ushio puisse apprendre sa leçon tout seul. Quelques instants plus tard, lorsqu'il arrive chez Mayuko, il la trouve en train de vérifier son courrier et apprend qu'elle a été invitée à un dîner dans une étrange entreprise. Bien que Mayuko veuille y aller, Tora sent la lettre d'invitation, réalise qu'elle pue le monstre et soupçonne que cette entreprise pourrait être composée de monstres essayant d'attirer Mayuko dans un état vulnérable juste pour pouvoir lui dévorer le cerveau. Sachant cela, Tora appelle Mayuko et lui suggère de simplement rendre visite à Ushio pour qu'elle arrête d'être sa maîtresse de l'ombre. Mais Mayuko l'ignore et s'en va. Le temps pressant, Tora se métamorphose rapidement pour prendre la forme de Mayuko et la suit jusqu'à un grand bâtiment bleuté. Pendant qu'il la cherche, la vraie Mayuko monte en ascenseur jusqu'à un grand hall vide avec deux types louches assis près de la fenêtre et s'assied devant eux pour assister à la fête. Peu après, ils lui posent une question très difficile. Mais quand Mayuko commence à bégayer, l'un des types louches, un vieux moche nommé Nadoka, s'approche d'elle et sort son appendice malodorant, prêt à lui aspirer le cerveau. Heureusement, avant que cela n'arrive, Tora interrompt leur entretien et Nadoka et son partenaire, Taiyura, passent à l'explication de leurs origines. Après avoir établi qu'ils sont des yokai spéciaux ayant vécu dans les cimetières et les champs de bataille pendant des siècles, le duo dit à Tora qu'ils cherchent seulement à comprendre pourquoi les humains affrontent la mort différemment. Comme Tora s'en fiche, ils les projettent tous les deux contre les murs, sauvant Mayuko et la portent jusqu'à une boutique de robes de mariée pour se détendre avant de partir. Peu après, Mayuko trouve une robe de mariée et l'enfile, mais alors qu'elle essaie d'expliquer à Tora comment fonctionnent les mariages modernes, Nadoka et Taiyura apparaissent sous leurs formes naturelles et hideuses et les attaquent à nouveau. Cette fois, Tora tente de se défendre contre ces attaques, mais quand il voit à quel point ils sont forts, il se retire à un étage inférieur et se cache dans un coffre avec Mayuko. En quelques secondes, Nadoka et Taiyura les traquent jusqu'au coffre et leur ordonnent de se révéler. Juste à ce moment-là, Tora se métamorphose en Mayuko pour semer la confusion chez l'ennemi et s'enfuit avec la vraie Mayuko dans des directions opposées. Voyant cela, les monstres se séparent et poursuivent les deux Mayuko. Tandis que Taiyura se fait gifler par Tora, la vraie Mayuko se retrouve piégée dans un tunnel par Nadoka. Cependant, juste au moment où il s'apprête à lui dévorer le cerveau, Taiyura tombe de l'étage supérieur, pétrifié, et Tora le vaporise avec sa foudre. Suite à l'explosion qui en résulte, un passant reste
suspendu au rebord créé par la foudre de Tora. Mais au lieu de l'abandonner, Mayuko, aux côtés de quelques autres passants, l'aide à remonter. Cependant, au moment où elle baisse sa garde, Nadoka l'attrape avec sa langue et la retient. Refusant de devenir une victime, Mayuko tombe du tunnel et plonge vers sa mort, entraînant Nadoka avec elle. Heureusement pour elle, avant qu'il ne touche l'oncle sol, Tora massacre Nadoka en plein vol, rattrape son corps inconscient et la ramène chez elle. Le lendemain matin, tandis qu'Asako et Yushio marchent ensemble vers l'école, 3 mystérieux scientifiques les traquent, les observent et les analysent, ainsi que la lance de la bête dissimulée depuis leur fourgonnette cachée. Après avoir recueilli suffisamment d'informations sur leur capacité physique, ils envoient une petite armée d'hommes en noir pour les capturer, mais Ushio se défend vraiment bien, surtout quand les hommes commencent à malmener sa copine. Tandis qu'il repousse les hommes, les 3 scientifiques sont aux anges en réalisant à quel point ils l'avaient gravement sous-estimé. Finalement, quand Asako s'échappe de leur enceinte, les assaillants immobilisent Ushio avec des fléchettes tranquillisantes et le capturent facilement. Pendant ce temps, Ateza rencontre Shigurei et rapporte que l'Institut Hammer, une organisation de recherche scientifique chargée d'étudier et de créer des armes pour combattre Akumen no Mono, est devenue incontrôlable. Tandis que Shigur digère cette information, Tora apparaît juste au moment où Asako est sur le point d'être kidnappée et la sauve. Quant à Ushio, il se réveille à l'intérieur du bus des scientifiques et trouve les 3 types louches penchés sur sa civière. Quand il exige de savoir qui ils sont, ils lui disent qu'ils sont des scientifiques sans cœur de l'Institut Hammer, chargés d'analyser les yokai et de créer une arme pour vaincre Akumen. Ensuite, ils jacassent sur le grand potentiel de la lance de la bête comme arme formidable contre Akumen. Mais pendant qu'ils y sont, ils aperçoivent Tora en train de parler à Asako et décident d'essayer leur dernière invention, l'oscillateur de Kirlian. Dans les minutes qui suivent, ils mettent les oscillateurs à portée et tirent plusieurs ondes soniques qui altèrent le champ d'énergie spirituelle de Tora pour le maintenir immobilisé. En moins d'1 minute, Tora s'évanouit et les scientifiques font transporter lui et Asako à leur installation. Quelques heures plus tard, arrivés sur place, Tora provoque secrètement une explosion avec un cheveu pour distraire les travailleurs et crée un clone d'Asako avec quelques mèches de ses propres cheveux. Ensuite, il coupe les liens de la vraie Asako et lui demande de se cacher sous le camion pendant qu'il l'emmène. Apparemment, le plan est de s'assurer que la vraie Asako trouve l'emplacement d'Ushio dans le peu de temps qu'elle a, grâce aux cheveux de Tora étirés qu'elle a sur elle, pour le convoquer dès qu'elle le trouvera. Après avoir exploré les lieux quelques minutes, Osaka tombe sur une prison pour monstres et y rencontre un jeune monstre européen très gentil, Bal, avec qui elle sympathise un peu. Mais quand elle découvre la vraie nature de l'établissement, elle est folle de rage et le libère de sa cage. Peu de temps après, l'un des sujets d'expérience des scientifiques devient instable dans le tube de test pilote, se transformant en serviteur Okumen et attaquant Osaka et Bal. Pour protéger sa nouvelle amie, Bal se jette sur le monstre et le plaque au sol. Mais malheureusement, le monstre l'absorbe dans son corps et se dirige droit vers la lance de la bête. Quand Osaka parvient enfin à localiser Yushio, elle condamne les scientifiques pour ces atrocités inhumaines commises sur les monstres yokai. Cependant, au moment où le monstre Okumen apparaît pour assassiner les 3 scientifiques, Ushio les protège toujours avec le pouvoir de la lance de la bête comme le crétin pathétique qu'il est. Sentant le danger, le spécimen Akumen déchaîne la puissance de tous les yokai qu'il a déjà absorbés et attaque Ushio. Ushio esquive toutes les attaques du spécimen, mais alors qu'il s'apprête à lancer sa contre-attaque, Osaka le supplie de ne pas détruire le monstre car Bal est toujours attaché à lui. Sur ce, Ushio continue de combattre le monstre avec prudence pendant qu'Osaka harcèle les scientifiques pour trouver un moyen de sauver Bal. Peu de temps après, Ushio s'écrase contre le mur et ensevelit Osaka sous des décombres. Alors qu'elle est sur le point de s'évanouir, elle se souvient soudain des cheveux de Tora et l'invoque rapidement. En un rien de temps, Tora apparaît dans la même pièce qu'eux, immobilise le Hakimon et sauve Ushio et les autres. Tandis qu'il continue de tenir le monstre occupé, les scientifiques remarquent une fuite de gaz toxique des murs et commencent aussitôt à planifier l'évacuation vers l'installation de surface. Voyant cela, Asako et Ushio s'enquièrent hors de leur plan pour évacuer les blessés. Mais quand ces sales égoïstes leur disent qu'ils feront tout exploser, peu importe qui sera laissé derrière, Ushio et Asako craquent et les condamnent pour être de véritables ratés sur pattes. À peu près à ce moment-là, Tora parvient à immobiliser le monstre Akuman en lui paralysant les pattes. Mais malheureusement, juste au moment où il pensait avoir gagné, le monstre fait repousser des jambes à partir des yokai qu'il avait précédemment absorbés et fonce sur lui. Refusant de rester les bras croisés, Ushio se jette dans la bataille et combat Akumen, tandis qu'Elena, la scientifique, révèle à Asako un moyen d'arrêter Akumen. Puisque ses jambes sont constituées de yokai précédemment absorbés, Elena explique à Osaka qu'il pourrait immobiliser le monstre en utilisant l'oscillateur Kirlian. Le seul problème maintenant est que se rendre dans la salle d'opération pour utiliser l'oscillateur est pratiquement un sacrifice de soi. Alors Elena demande à Osaka si elle est prête à mourir pour ses amis, et elle répond oui.
En entendant cela, Elena la conduit à la salle d'opération, ignorant les jérémiades des lâches sans colonne vertébrale qu'elle a comme partenaire, sans savoir que Shigure et Atozawa étaient déjà en route, armés et prêts à mettre fin à Hammer. Pendant que la bataille fait rage, le serviteur d'Akuman évolue pour utiliser Bal comme appât afin de les ralentir et les empêcher de lui couper les jambes. Irrité, Tora commet l'erreur de lui lancer des éclairs, mais le monstre absorbe toute la foudre et réussit d'une manière ou d'une autre à lacérer le dos d'Elena avec ses tentacules. Osaka est très triste pour elle, mais Elena reprend courage et lui explique les 2 prochaines étapes pour activer l'oscillateur. Au moment où l'oscillateur se met en marche, Osaka le tire sur le monstre et le maintient. Dans les secondes qui suivent, Ushio et Tora détachent Bal du serviteur Akumen et démolissent le monstre même après que les oscillateurs se soient arrêtés. Au fil du temps, ils parviennent à faire exploser le monstre en morceaux. Mais juste au moment où ils pensent être tirés d'affaire, le fragment du monstre se régénère lentement. Voyant cela, Elena appelle son partenaire et leur ordonne de faire exploser cette section de l'installation dans 10 minutes afin que le monstre soit détruit avec elle. Une fois la séquence d'autodestruction activée, Osaka essaie de faire sortir Elena en sécurité avec elle, mais malheureusement, l'énorme blessure au dos d'Elena rend cela impossible. De plus, Elena est déjà épuisée par la solitude qu'elle endure depuis la mort de son unique fils. Alors, avant de laisser Asako partir, elle lui donne quelques conseils de vie et lui souhaite bonne chance. N'ayant plus rien à perdre, Osaka court vers Ushio, Bal et Tora et s'effondre peu après à cause du gaz toxique. À ce moment-là, Tora porte leur corps inconscient à la surface tandis que le compte à rebours continue. Dans ces derniers instants, Elena s'assure d'envoyer à ses partenaires toutes les données nécessaires pour créer l'arme anti-Akume, puis attend sa fin. Quand le compte à rebours atteint 0, Shigure et Atozawa arrêtent les 2 autres scientifiques et toute l'installation explose. Heureusement, Tora parvient à faire sortir Ushio, Asako et Bal sains et saufs. Mais immédiatement, ils reprennent connaissance et Asako et Ushio continuent de se battre à nouveau. Quelques jours après la tragédie, la vie reprend son cours normal pour Ushio, Tora, Asako et Mayuko. Et bien que la menace de Hakumen no Mano demeure, Shigure exhorte les jeunes adultes à profiter de la paix qui leur reste. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, que pensez-vous qu'il va arriver à notre cher Ushio ensuite ? Croyez-vous qu'il a désormais ce qu'il faut pour vaincre Hakumen no Mano? Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous. Et si vous voulez d'autres résumés d'animes comme celui-ci, jetez un œil à cette vidéo.